Hello everyone, j'espère que tout va bien chez vous. Areski Sugar à l'appareil, bonjour. Aujourd'hui épisode 46 de fin de séance, on a parlé du film Grave avec Arnaud Decaze et Arthur Goisset. Et c'est un épisode parfait pour le nom de notre podcast, parce que comme le film Grave est un film de cannibales et qu'on voit rarement des films de cannibales au cinéma, donc voilà, fin de séance, on était obligé d'en parler. On était également obligé d'en parler parce que les films d'horreur français se font de plus en plus rares et justement on va aborder un peu le sujet. On va également parler de plusieurs autres films comme Kong, Moonlight. On va parler également d'un petit article qu'on a pu lire sur les Inrocks et sur le New Yorker d'un américain qui se fout de la gueule des réalisateurs français. Donc voilà, on va essayer d'analyser ça un petit peu. Petit instant autopromo pour vous dire que le jeudi 23 mars et le vendredi 24 mars, j'aurai des dates pour du stand-up. Donc allez sur www.areskisugar.com pour justement avoir toutes les dates et connaître un petit peu les événements de stand-up que j'aurai. Oui, bah écoute, je fais ce que je veux, c'est du podcast qui est à moi, donc c'est du temps d'antenne que je décide d'utiliser comme je veux. D'ailleurs, je vais même en profiter pour dire que si vous prenez un escalator et que vous êtes sur le côté gauche, marchez, ok ? Arrêtez d'être immobile sur le côté gauche de l'escalator. Ça, je pense que c'est indispensable à savoir. Et ce qui est aussi indispensable, c'est que vous alliez aimer la page Facebook de fin de séance, suivre le Twitter, suivre l'Instagram, parce qu'il y a des news, il y a des conneries qu'on partage là-dessus. Et également, bien entendu, et je sais que tu n'as pas fait, cesse de te mentir, cesse de me mentir, va sur iTunes pour mettre un commentaire et 5 étoiles sur le podcast fin de séance. C'est la seule manière qu'on a d'être recensé sur les podcasts français. Et ça marche de plus en plus. Et grâce à ceux qui l'ont fait, on voit qu'il y a plus d'écoute. Donc merci de faire ça de votre côté. Allez, je vous embête pas plus et je vous laisse écouter l'épisode. Pas mal. Pas mal. T'as vu la technologie ? Alors attendez, parce que je crains que vous m'ayez vraiment... Oui, voilà, c'est un petit peu moins à contre-jour. Tu te fais une petite install lumière pour être Ouais, exactement. Je vais mettre des spots là. Je me sens plus on stage. Plus sexy, quoi. Plus sexy. Ouais, exactement. Je me suis payé une maquilleuse d'ailleurs à chaque session Skype. Oh, j'ai entendu dire récemment que Snoop Dogg se faisait maquiller par la maquilleuse de Avatar. De la femme de Trump. Figurez-vous, je vous jure que c'est vrai, histoire vraie. Du coup, elle doit avoir plein de trucs à lui raconter sur ce qui se passe à la Maison Blanche. Ouais. Oh, j'ai entendu dire, puisqu'on continue dans les rumeurs trumpiennes. Je vous jure que c'est pas une rumeur. Ce n'est pas une rumeur. C'est sa maquilleuse qui l'a dit officiellement. Il semblerait que l'un des films préférés, voire peut-être le film préféré de Trump qui se passe sur Air Force One, c'est Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Ah, c'est magnifique. Une version remontée où il a coupé toutes les scènes où il y a des dialogues pour avoir que des fights. Genre, en gros, il a coupé 7 minutes du film, quoi. Tu vois, le gars, j'ai vraiment pas le temps pour regarder 7 minutes de Jean-Claude Van Damme. Je suis président, je sais pas que ça à faire. Montrez-moi la tatane. T'imagines, le gars, il se remate en boucle Bloodsport. Et c'est énorme. En plus, Van Damme est en soutien de Trump. Ah bon ? Eh ben oui, mais bah oui. Ouais. Malheureusement. Mais si tu veux, pour exister médiatiquement, il faut être à l'encontre du political correctness. Est-ce que vous avez des news, d'autres news ciné ? Moi, je vous avoue que là, j'étais plongé dans un article des Inrocks qui parlait d'un journaliste Ah ouais, du bah ça New on peut en Yorker. parler parce qu'on a lu tous les deux son article. C'est vrai ? On en parlait hier, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, moi, en plus, je suis abonné au New Yorker parce que je suis un bobo supérieur, tu vois. C'est vrai, t'es vraiment abonné au New Yorker ? Oui. Putain, mais c'est la classe. Et pour le coup, j'avais pas lu du tout cet article de Richard Brody, en fait. Et en plus, Richard Brody, c'est plutôt un mec qui, en général, est super fan du cinéma français, en fait. Et Apparemment, c'est un grand exégète de Godard, si j'ai bien compris.
Et ouais, effectivement. C'est donc les Inrocks qui relatent son article qui disait que aucun cinéaste majeur français n'a été créé dans les 30 dernières années. Oui, bon, avec en Arthur, on pense qu'il raconte des grosses conneries, hein, mais... Et à chaque fois que tu regardes un autre de ses articles, genre justement, j'avais sorti un article qu'il avait écrit de 2014 qui disait une nouvelle vague est en train de se former dans le cinéma français avec des trucs dithyrambiques sur la fille du 14 juillet ou d'ailleurs ça m'a fait marrer parce qu'il parlait du film Les Coquillettes où jouait Camille Rutherford qu'on a eu la dernière fois. Donc en fait, comment tu peux dire qu'à la fois il y a un renouveau dans le cinéma français et que c'est innovant et génial et 4 secondes après dire oui mais c'est inadmissible d'être aussi consensuel et formaté, t'as envie de dire mais mec regarde ton pays. Regarde les films américains quoi. Que veux-tu? Pour exister médiatiquement, il faut être politically incorrect. Mais c'est vrai on en revient là. mais c'est vrai, on en parlait avec Arnaud du coup de ça et on se disait putain c'est bizarre. On passe quand même beaucoup de temps quand on parle de cinéma avec des gens autour de nous à critiquer le cinéma français et tout, aussi parce que bah, du coup comme on travaille dans ce monde-là, on a aussi un regard critique sur lui quoi. Mais j'avoue que quand j'ai vu certains trucs, tout d'un coup j'avais envie de sortir mes boucliers et de dire ah, mais en fait va te faire foutre mon vieux. Il est vachement bien notre système. C'est ça qui est étrange, c'est enfin déjà il n'a pas d'argument réel. D'ailleurs je trouve que l'article des Inrocks est assez bien fait parce que tu as l'impression qu'en fait ce qu'il redoute le plus ou ce qu'il fustige le plus, c'est plutôt le fait qu'il y ait des subventions étatiques pour la Fémis ou des choses comme ça. Et tu sais, en gros pour eux c'est du socialisme les Américains. Dès que tu commences à donner de l'argent ouais, ils critiquent beaucoup, à de l'art, la Fémis notamment ouais, dans le... Alors que, oui, parce qu'il prenait en exemple le film Le Concours. Et il dit énormément de bêtises d'ailleurs sur le concours, ce qui est assez bizarre. Il a l'air d'avoir mal compris certaines scènes. On en parlait aussi, du coup, genre de ouais. Certaines scènes du film où il avait l'impression que des gens disaient tout et son contraire. Et que du coup, c'était un peu genre. En fait, pour être précis, il y a une scène dans le film où ils sont en train de corriger la première épreuve du concours. Et d'harmoniser les notes entre les différents correcteurs en fait qui ont fait les corrections. Et dans cette première épreuve, dans cette première étape, il y a 2 épreuves en fait, un dossier de recherche écrit et une analyse de séquence. Et en fait, chaque épreuve est corrigée par 2 personnes. Et surtout le dossier d'enquête est un dossier que tu fais chez toi en fait. Tu as 6 semaines pour le faire et donc tu le fais chez toi en prenant le temps que tu veux, en allant rencontrer qui tu veux, en faisant les recherches que tu veux. Et en fait, il y a un élève qui apparemment a reçu comme note 18 et 19 pour le dossier écrit et 2,6 pour l'analyse de séquence. Et donc les correcteurs en fait le disent et au bout d'un moment t'as le directeur de la Fémis qui soupçonne en fait que c'est pas lui qui a fait le dossier le dossier d'enquête quoi. Mais du coup il y a pas vraiment de disparité, c'est-à-dire les 2 paires de correcteurs sont d'accord entre eux en fait sur oui c'est ça et surtout du coup alors que ça commence par une discussion sur le dossier d'enquête. Enfin, en tout cas parce qu'en fait ils se mettent à discuter avec une correctrice du dossier d'enquête. Tout à coup une correctrice de l'analyse de film prend la parole et dit en étant un peu gêné mais en fait moi j'ai pas du tout l'impression genre qu'on parle de la même personne parce que genre la copie que j'ai lue franchement c'était pas très bien écrit, les idées s'enchaînaient pas vraiment bien et c'était plutôt une copie très faible. Et en vrai, juste, voilà, quand tu regardes la séquence, c'est juste une évidence absolue, en fait. Le mec n'a pas écrit son dossier d'enquête, il l'a fait écrire par quelqu'un d'autre. Et donc là, le type du New Yorker, il explique que cette séquence montre que en fait, la correction est ultra subjective parce que les 2 correcteurs n'ont pas du tout la même avis sur la même épreuve, alors que c'est pas la même épreuve, en fait. Donc en fait, il a pas compris la séquence, quoi, tu vois. Il a vraiment pas compris la séquence, en fait. Déjà, je comprends, du coup, vis-à-vis de cette scène, mais même au-delà de ça, cette espèce de peur d'uniformisation venant de là, alors que au contraire c'est ce qu'on pourrait reprocher exactement le contraire à des gens de la famille. J'ai beaucoup aimé une phrase des Inrocks qui dit en gros oui on reproche plutôt en général les réalisateurs français d'avoir un espèce de narcissisme artistique tu vois et de ne parler que de leur façon, mais du coup ça va totalement à l'encontre de ce que dit ce mec en fait, Richard Brody. Ouais. Donc je vois pas du coup en fait il assène juste le fait de dire le cinéma français ne vaut pas grand chose depuis 30 ans.
et il va essayer de t'expliquer les raisons de cette affirmation sans vraiment argumenter. Mais c'est vrai, mais parce qu'en fait, pour l'avoir fait tous les deux avec Arthur, cette école, je pense qu'on a très certainement des choses à lui reprocher. Mais une des choses qu'on n'a pas à lui reprocher, c'est justement l'éclectisme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que juste dans notre promo, il y avait des gens qui voulaient faire des choses complètement différentes en fait. Et ouais, c'est un peu étrange du coup. Quoi. Après, c'est vrai que, du coup, si on doit parler du film Le Concours, parce que là, on tourne un peu autour. De fait, moi, le sentiment que j'ai quand même en regardant le film, et c'est quand même intéressant, c'est que les élèves qui rentrent à la fin sont les élèves qui devaient rentrer. C'est-à-dire que et quand je dis qu'ils devaient rentrer, c'est pas que c'est forcément ceux qui feront les meilleurs films ou qui seront les meilleurs techniciens, genre pour le cinéma français de demain, mais c'est ceux qui, en fait, sont les mieux préparés à ce genre de concours. C'est-à-dire que genre, quand je regarde le film, je vois tous ceux qui sont intéressants mais bizarres, qui parfois genre ne cernent pas les pièges qu'on met sur leur chemin, qui sont pas forcément des pièges légitimes d'ailleurs. On en parlait du coup aussi hier avec Arnaud, mais il y a un moment qui est hyper intéressant sur ça, où il y a une fille qui veut rentrer en exploitation au concours de la Fémis, et en gros, elle raconte qu'elle a travaillé dans un cinéma dans lequel, en fait, le cinéma était dirigé en fait par deux personnes. Il y avait un versant artistique et du coup genre qui concerne la programmation du cinéma, qui était dirigé par une personne qui était donc employée du cinéma, et une deuxième personne qui s'occupait en fait plus du versant financier et du coup qui était la personne qui avait vraiment investi, disons, genre pour que ce cinéma existe, quoi. Et du coup, la question vient évidemment du jury qui est mais vous, en fait, vous voulez faire quoi? Vous voulez être plutôt sur le versant artistique et du coup vous occupez de la programmation, ou ce qui vous intéresse, c'est de prendre des risques et de monter un cinéma? Et en fait, le truc, c'est qu'elle répond sincèrement à la question, et à mon avis, en apportant une réponse totalement légitime, qui est que, en fait, elle, ce qui l'intéresse, c'est plutôt la programmation, et du coup d'être plutôt sur ce versant-là. Sauf qu'en fait, elle ne se rend pas compte que quand ces gens en face de lui sont en train de lui poser la question, qui sont en fait tous des gens qui, chacun à leur manière, ont pris des risques. Dans le cinéma, il y a des producteurs, il y a des exploitants, il y a, tu vois, des cinéastes, etc. Enfin, du coup, que des gens qui sont pas dans un rapport au travail, disons, très protégé, routinier, enfin, etc. Genre, et je le dis même pas, je le dis pas de manière péjorative du tout, mais je veux dire, c'est quand même des gens en face d'elle qui sont des gens qui ont entrepris beaucoup et qui ont pris des risques à chacun à leur manière. Et le problème, c'est que en fait, ce qu'elle leur dit en leur disant, bah moi j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas envie d'être comme l'entrepreneur. Elle leur dit en fait, j'ai pas envie d'être comme vous. Et elle s'en rend pas compte, mais en fait, elle signe littéralement son arrêt de mort. Et d'ailleurs, le film raccorde tout de suite sur les délibérations du jury derrière, où la première chose que une des femmes dans le jury dit, c'est ah par contre quel manque d'ambition. Et t'as envie de lui dire mais en fait ferme ta gueule, genre pas du tout, elle a pas un manque d'ambition, elle a juste pas envie de faire la même chose que toi, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça n'en fait pas quelqu'un de moins intéressant ou de moins compétent pour travailler dans le monde du cinéma en fait. Et au contraire, après il y a un étudiant qui veut rentrer en réalisation, qui est italien et qui apparemment est surpréparé et surséduisant en fait. Et lui, il a tout préparé, c'est-à-dire il a préparé même ses effets, c'est-à-dire qu'au début de son entretien, par exemple, il met un petit panier sur le bureau, et en fait, il y a des gens qui lui posent les questions, et il dit « je vous en parlerai plus tard », et à la fin, il termine en expliquant que ces paniers, avec ça, il prend tous les pêcheurs siciliens qu'il avait suivis pour faire un documentaire cet été, pour qu'ils soient avec lui, pour l'accompagner dans cette épreuve, tu vois, et c'est le truc, et tu vois que c'est de l'esbrouf, tu vois que c'est de la séduction, tu vois que c'est fait, mais ça touche, tu vois, il y a après, soyons honnêtes, hein, enfin, je trouve que ce qu'il fait est plutôt joliment exécuté dans le sens où... Il a l'air plutôt intéressant. C'est-à-dire que genre, disons qu'il montre des qualités de storyteller. Et bon, on voit que c'est préparé, tu vois ce que je veux dire. On voit qu'il y a quelque chose de très c'est marrant parce que ce que vous me dites, ça me fait penser à un autre article pour le coup du New Yorker qui parlait de l'éducation et comme quoi aujourd'hui dans l'éducation on prépare les gens à passer des tests plutôt qu'à faire correctement ce qu'ils ont envie de faire, tu vois ce que je veux dire, et à passer des concours, et au final effectivement comme tu le disais c'est quelque chose où on laisse passer les gens parce qu'ils sont arrivés à savoir ce qu'était ce concours et comment passer ce concours sans vraiment mais tu vois, il y a des choses assez intéressantes à souligner, c'est-à-dire que oui, là quelqu'un qui va avoir du mal à s'exprimer à l'oral, du mal à se présenter, du mal à se vendre, il va avoir du mal à passer cette épreuve. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois dans l'école aussi, par exemple, il n'y a plus de notes. Ça veut dire qu'il n'y a plus la pression de la réussite telle qu'elle peut être. Ce qui est une des grandes qualités de cette école. Ouais.
Ce qui fait Ouais. que c'est en fait Je suis d'accord. le problème est plus complexe que ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, pour le coup, un système comme ça me paraît beaucoup plus propice à avoir des gens qui vont avoir des carrières totalement différentes Ouais. à la sortie. Alors que justement, ce que tu ressens, encore une fois, le petit Reaganisme / Trumpisme de son article à Richard Brody, c'est le fait que c'est une mise en parallèle de quelqu'un qui devrait quand même être en adéquation avec le marché et la concurrence. Et genre, tu sais, comme si la qualité allait venir d'une certaine concurrence par le marché économique, tout simplement. Ouais. La façon de penser américaine normale. Mais en fait, c'est faux dans les exemples qu'il prend. Genre, tu vois, il va parler de Assayas et après, il va te parler de Manchester by the Sea où ils se sont quand même payés Casey Affleck et compagnie. Tu vois, enfin, il va te parler des films. Ouais, enfin, ça, si c'est payé Kristen Stewart aussi, tu peux Oui, partir c'est par pas là, tu vois. ouais, donc c'est pas mais genre mais effectivement quand t'as raison, mais il prend aussi d'autres exemples de plus petits budgets Ouais. français en mode d'ailleurs j'allais en parler pour ce film Grave dont on va parler aujourd'hui, mais c'est très très marrant de voir au début avec la participation d'eux sur 15 encarts Ouais. où tu te dis je sais pas qui a produit Grave, mais tu sens que c'est le gars qui a passé toute sa vie au téléphone pendant 4 mois à essayer de grappiller 400 € quoi. Et donc tu vois il va prendre ces exemples là. Et en parallèle, il va faire oui, parce que vous voyez ce que Sofia Coppola fait. Ouais, mais mec, la meuf, c'est la fille de Francis Ford Coppola, elle claque des doigts, elle a 15 millions de dollars. Donc Et puis surtout, en fait, c'est ce qu'on a dit hier. En fait, les prémices sont fausses. Pas de grands cinéastes nés ces 30 dernières années, on en a cité 10. Hier on essayait de faire, tu sais, c'est. Non, mais vous êtes. Non, mais c'est biaisé, parce que vous êtes français. Non, mais même pas en plus. Mais je suis d'accord. Non, mais regarde, mais parce parce que en fait, on arrivait assez rapidement à lister 15 à 20 cinéastes importants des 30 dernières années. Ce qui veut pas dire que ce sont des cinéastes que moi, par exemple, j'aime toujours. Peut-être que sur les 20, il y en a que 5 ou 6 qui me touchent vraiment. Mais n'empêche que, en fait, on peut quand même les citer. Et c'est des cinéastes qui sont importants dans le monde du cinéma, même international, pas que sur le plan de la scène française. Donc oui, enfin bon, bref, oui, tout ça pour dire que cet article est un peu ni fait ni à faire, à mon avis. Et après, comme tu dis, moi je suis le premier pour critiquer des problèmes dans la manière dont le cinéma français est fait aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, malgré ça, en fait, tous les ans, il y a des bons films, quoi. Non, bien sûr. Ouais. Après voilà, c'est vrai que dans le cinéma français, par exemple, on en parlait aussi hier un peu, parce que du coup on a parlé de beaucoup de choses hier, mais c'est parce qu'on est allé voir le film ensemble, c'est pour ça du coup on a débriefé sur des trucs. Mais au lieu de garder ça pour le podcast. Non, mais non, du coup on les ressort et ça a été raffiné. Mais tu oui, vois. c'est ça, ce sera superbe. Vous les avez polis. Exactement. Mais par exemple, on se disait qu'on sentait bien, par exemple, dans le cinéma français aujourd'hui, en tout cas dans la manière dont il se finance, en particulier par le biais du CNC, dont, par exemple, certains types d'envie narrative étaient suspectes. Par exemple, aujourd'hui, avoir envie de raconter une histoire qui se déploie de manière classique et efficace, avec une structure en 3 actes, genre, et avec une vraie efficacité, c'est vu comme quelque chose de suspect, comme quelque chose qui serait du côté du marché. Mais attention, c'est suspect pour le CNC, mais pour les autres guichets de financement, par exemple les chaînes de télévision, c'est justement ce qu'ils vont rechercher. Et c'est ça qui est étrange dans la manière de financer des films. C'est-à-dire que tous les guichets veulent des choses différentes et tu peux pas les apporter avec le même film en fait. Non, c'est vrai. Exactement, sauf que justement, ça crée pour le coup de la pluralité d'investissement et en fonction de toi, ton envie artistique, bah tu vas te dire ah bah tu vois je vais quand même au moins trouver un peu d'argent d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, ce qui n'existe pas aux États-Unis parce que là aux États-Unis c'est soit t'as de la thune d'une maison de production à qui t'as réussi à vendre ton concept ou pas, c'est tout. Et il y a personne qui va, enfin, tu vas avoir à la limite peut-être des rabais d'impôts pour tourner dans tel ou tel endroit, mais tu vas pas avoir, ou très rarement des subventions de ton État pour te dire, tenez, voici de l'argent pour faire un film. Quoi. Donc, je trouve que malgré tous ces défauts, effectivement, la France fait que quand même, on va plutôt supporter l'éclectisme. Et donc, je comprends pas trop ce qu'il dit. En fait. Absolument, oui. D'autres news peut-être que cette que ce coup de gueule poussé contre Richard Brody. On passe direct à Grave. Passons à Grave. Ouais, j'avoue, j'ai pas trop d'idées géniales de news. Ok, et ben allons-y. Alors Grave, film de Julia Ducournau, sorti le 15 mars 2017 avec Garance Marié et la Rumph Rabanaïtoufela. C'est un film, on va dire,
d'épouvante de genre, un film de genre franco-belge. Je vais vous lire un petit peu le synopsis. Allociné dans la famille de Justine, tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d'intégrer l'école Veto où sa sœur aînée est également élève. Mais à peine installé, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C'est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature. Petit clip. T'es végétarienne toi maintenant? Bah non, pourquoi? Et elle, c'est ta sœur? Mais j'appelle mes parents si tu me crois pas. T'es sérieuse là? C'est pas la mer à boire, franchement tout le monde y passe. Bah t'as qu'à manger le sien alors. Le mien je l'ai déjà mangé l'année dernière, sinon je serais pas là. Allez, je te regarde. Tu vois, c'est rien. Ouvre. Je serais contente de l'avoir fait. Et qu'est-ce que vous avez pensé de Grave? Vous êtes parti le voir hier soir, hein, c'est ça? Ensemble? Ouais, tout à fait. Et bon. Vous vous êtes tenu la main, vous avez eu peur ensemble ou pas? Vous êtes... Non mais après, On n'a pas eu tant peur que ça. Juste pour requalifier, oui, t'as dit film d'horreur épouvante et c'est vrai que c'est un film plus protéiforme que ça. On peut dire que c'est aussi un teen movie par exemple. C'est un mélange des genres assez étonnant avec énormément de mélange de tons où on peut passer de la comédie à l'horreur en un claquement de doigts dans une même séquence. Donc en vérité c'est un film assez difficile à classer, je pense. C'est un film de genre, ça c'est sûr. Mais quel genre après, c'est beaucoup plus difficile à dire. Ouais, non mais c'est-à-dire qu'il y a 4 genres qui se mélangent. Il y a de fait le teen movie, il y a le body horror du coup qui est un sous-genre du film d'horreur. Il y a de la comédie et puis il y a des éléments de drama quoi. Donc il y a un peu ces 4 genres comme ça qui se mélangent un peu constamment. Du coup c'est vrai que c'est un film un peu inclassable parce que c'est une hybridation de plusieurs genres quoi. Et bon après d'une manière globale c'est un film que j'aime plutôt. J'ai des réserves que j'évoquerai au fur et à mesure de la discussion. Mais en tout cas voir un premier film comme ça essayer tant de choses. Oui. Et en réussir beaucoup malgré tout. Je trouve que ça m'a fait du bien parce que c'est vrai qu'il y a quelques années on a beaucoup parlé un peu de cette vague de films d'horreur français qui était arrivée. On n'en fait plus trop maintenant et qui souvent je l'ai trouvé dans l'œuf presque. En plus je l'ai trouvé assez raté par manque d'identité justement où il y avait quelque chose tu vois qui faisait où j'avais l'impression qu'on reprenait une formule sans forcément y ajouter tu vois quelque chose et finalement en France s'il y a une autre réalisatrice à qui on peut rapprocher Ducournau c'est peut-être Marina Devanne même si je trouve qu'en fait Ducournau c'est mieux en fait que Devanne mais non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que d'un côté je vois très bien ce que tu veux dire et en même temps je vois qu'il est aussi possible de reprocher au film quelque part son irrespect pour le genre. C'est un peu excessif, mais c'est-à-dire qu'en tout cas, c'est pas un film qui va du coup rentrer dans un genre, utiliser ses codes, passer par les passages obligés du genre, essayer d'aller les retravailler en proposant des variations avec un regard singulier sur ce genre, etc. C'est pas vraiment un film qui fait ça, c'est une proposition plus personnelle que ça, et du coup, c'est pour ça que parler d'un film de genre, c'est un peu compliqué, c'est pas à proprement parler un film de genre. C'est un film d'auteur qui de fait va faire rappel à certains genres en fonction de ce qu'il a envie de raconter ou des propositions de cinéma qu'il a envie de faire, plus qu'un vrai film de genre. Ce qui est à mon avis est à la fois à son crédit, mais parfois genre joue contre lui aussi. On pourra revenir là-dessus en détail parce que ça mérite aussi de parler vraiment plus en finesse du film et des choses qui moi m'ont plu, sachant que voilà, je suis allé voir le film, moi j'étais très client a priori, hein, j'avais envie d'aimer le film. Bon, parce qu'elle sort de la Fémis. Non, je plaisante. Non, simplement parce que
parce que formaté par la féminisme. Ouais, non, par corporatisme total. Non, pas du tout. Non, aucun corporatisme. Genre ici, j'avais juste envie de l'aimer parce que voilà, de fait, Arnaud a raison. C'est vrai qu'on voit quand même pas beaucoup de films de genre en France. On voit pas beaucoup ce type d'envie de cinéma là, et quand tout à coup il y en a et qu'elles sont ambitieuses, on a envie de les aimer. Et surtout, j'ai envie de dire, l'année dernière, quand on a commencé ce podcast, on n'a pas arrêté de dire en fait qu'on regrettait qu'il y ait de moins en moins d'auteurs dans le cinéma d'horreur. Et en fait, depuis, l'actualité cinématographique a pas arrêté de nous contredire. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, on a eu The Witch, on a eu The Strangers, on a eu Le Dernier Train pour Busan, et on a vu Grave. Et en fait, ça me fait énormément plaisir de voir arriver tout ce beau monde sur la petite scène. Je suis complètement d'accord. Mais donc du coup, c'est vrai que moi, voilà, j'allais voir le film en étant pas conquis d'avance, mais en tout cas, j'avais très envie de l'aimer. Un a priori positif. Avec un a priori vraiment très positif. Et ce d'autant plus que Julia Ducournau, du coup, c'est une réalisatrice que moi j'avais découvert avec son court-métrage qu'elle avait fait avant, qui s'appelait Junior, et qui était déjà très exactement dans ce mélange des genres, puisque c'était un teen movie matinée de body horror aussi. Et qui pour le coup, à mon avis, était un film extrêmement réussi. Auquel j'avais pas grand chose à reprocher. Je trouvais que c'était une sorte de réussite assez totale, et je pense que c'est probablement un des meilleurs courts-métrages que j'ai vu ces 5 dernières années. Donc vraiment une réussite franche et massive. Donc en fait, Julia Ducournau pour moi c'était un peu une sorte de star du court-métrage qui passait au long-métrage, donc aussi quelqu'un que voilà, je regardais avec attention, disons. Et c'est vrai que là, en allant voir son film, j'ai été tout à la fois emballé par la puissance formelle de ce qu'elle propose, par son envie dans chaque scène d'aller proposer des idées de cinéma, de faire quelque chose de singulier, d'avoir une idée de forme, de cadre, de mouvement, enfin une attention aux détails, etc. Enfin, il y a quelque chose comme ça, genre chez cette cinéaste qui me... Il y a définitivement une originalité, une volonté de faire sa propre soupe et pas... il y a du travail, quoi. Il y a vraiment du travail, il y a de la réflexion, et ça me plaît, parce que du coup ça me stimule. Et en même temps, et à nouveau ça faudra y revenir plus en détail, mais moi je pense qu'au milieu du film, le film déraille un peu et se perd un peu à certains égards. Alors comme toi, j'avais un a priori positif parce que clairement on me parle de films cannibales au cinéma, tu vois, ça me fait illuminer les petites ampoules en mode Cronenberg, etc. Et donc je me dis ça va être trop bien. Donc j'y suis allé avec un a priori positif. J'ai plutôt bien aimé le film. Je ne l'ai pas trouvé transcendant. J'ai effectivement des petites choses à reprocher. Pour le coup, parfois dans la mise en scène, mais parce que elle est plutôt assez réussie tout le long du film, et du coup les fois où moi j'ai trouvé ça bancal, ça m'a plus emmerdé. Là aussi je rentrerai dans les détails, mais des actrices plutôt convaincantes, là aussi en fait ça va dépendre des scènes. J'avoue que Ella Rumpf était peut-être un peu plus charismatique, du fait de son personnage, forcément de sa grande sœur, mais pour l'actrice principale, du coup, comment elle s'appelle, Garance Marié, je ne sais pas si ça a été tourné dans l'ordre chronologique, mais bizarrement, moi j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus convaincante. Mais alors c'est marrant parce qu'on disait exactement l'inverse en fait. Ouais. Avec on est désolé. Mais ouais, non, mais moi, parce que après je vois comment on peut penser l'inverse, dans le sens où on peut se dire que le personnage de la sœur est un peu facile peut-être à jouer. Moi c'est même plus que ça. Moi je pense que c'est un miscast. Vraiment, je ne crois pas à 70% des répliques qui sortent de sa bouche. Vraiment. Là, je trouve qu'elle joue à côté pendant une bonne partie du film. Alors la question c'est, est-ce que c'est les répliques que t'aimes pas, ou est-ce que c'est intéressant. Non mais c'est intéressant, on peut en parler aussi. Je pense que le film est pas toujours si bien ciselé que ça en termes de dialogue. Voilà. Il y a quand même des dialogues un peu approximatifs à droite à gauche. Ce qui est pas quelque chose du tout que j'ai envie de torpiller ou quoi. Aussi parce que en fait, je pense que les excellents comédiens savent parfois s'approprier des dialogues qui sont pas géniaux, mais ils trouvent quand même des manières de les dire. Je trouve qu'elle ne trouve pas de manière de les dire à plein de moments. Et parce que surtout aussi si tu compares, ce qu'il y a, c'est que avec le personnage de la sœur, j'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose qui soit joué que le contenu de la scène en fait.
C'est-à-dire que même quand il se passe quelque chose, on en parlera plus tard, c'est-à-dire ça vient vraiment comme une surprise parce que j'ai pas l'impression que ça a été joué avant que la chose arrive. Je suis un peu cryptique, je suis désolé à cause de la partie spoiler. Et au contraire, quand je prends le personnage principal, là, Garance mariée, justement, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui peuvent se jouer et qu'elle peut passer d'un mode à l'autre en fait à l'intérieur d'une même scène. La fascination pour la chair, de passer tout de suite de ça à la honte, de passer... Et tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'on a une partition en fait plus complexe avec ce personnage-là qu'avec le personnage de la sœur. Est-ce que c'est pas parce que justement l'histoire commence à se développer un petit peu que tu te dis ah oui il y a plus de strates derrière sous son jeu parce mais que en fait il y a pas que ça parce qu'il y a pour Garance sur certaines scènes, enfin c'est des scènes très connes hein, mais je trouvais, alors je sais pas si c'est du coup un problème de direction d'acteur ou d'elle, mais tu sais la petite scène au début dès qu'elle arrive dans son bloc de veto de la CTU, ils font une énorme fête et en fait tu sais tu la sens se faire entre guillemets bousculer par tout le monde et en fait je vois que c'est faux quoi, je vois que c'est un peu mal joué dans le sens où on voit quelqu'un qui fait ah ouais non mais moi pas du tout. Pour le coup ça c'est quelque chose qui m'a gêné. Après vous allez me dire le mec pinaille et rentre dans des détails. Non parce qu'on fait la même chose de notre côté hein. Si vous jouez à la PlayStation, mettez votre doigt sur le joystick quoi. Faites-moi croire que vous jouez à la PlayStation. Ouais mais ça, attends là tu parles d'une scène différente. Oui non je parle d'une scène différente tout à fait. Mais c'est ça que je veux dire, c'est des petits détails comme ça où moi en fait ça me fait tiquer parce que je me dis tiens j'aurais vu ça dans un autre film, et si ça avait été tourné différemment et joué différemment pour cette personne-là, j'y aurais plus cru. Et c'est con, mais genre je voyais des figurants où je me dis ah ouais cette personne derrière est en train de se faire bousculer, j'y crois plus que elle. Et alors, donc voilà. Moi si je peux juste répondre quelque chose à ça, parce que ce qui est intéressant ici aussi c'est qu'on pointe du doigt genre parfois quelque chose qui peut faire défaut dans les films français. C'est le manque de préparation à l'endroit du travail entre un metteur en scène et ses comédiens. Et pour une raison aussi assez simple, c'est que ça coûte de l'argent en fait de pouvoir immobiliser des comédiens pour les faire répéter beaucoup en amont. Et moi par exemple ce manque de préparation je le ressens très fort avec sa sœur. Et alors c'est intéressant, tu parles de la scène de jeu vidéo, je sais que sa sœur n'a jamais joué aux jeux vidéo avant de faire ce film, je le sais. Et je sais qu'elle a pas pris genre 2 jours de sa vie pendant la préparation genre pour jouer aux jeux vidéo et du coup genre, arriver préparée, c'est-à-dire en ayant déjà joué avec des amis aux jeux auxquels elle joue, de manière à avoir de la spontanéité dans sa manière d'y jouer. En fait c'est-à-dire que toutes les répliques du coup qui lui sont écrites, elle les sort mais elle les sort comme quelqu'un qui ne les comprend pas vraiment en fait. Et qui du coup est pas en mesure de se les approprier parce que genre, elle a pas l'habitude de jouer dans cette scène là. Et c'est vrai que enfin je racontais aussi à Arnaud hier que j'avais lu une interview de Fincher et qui racontait alors du coup Fincher voilà qui est un grand cinéaste américain qui a évidemment beaucoup de moyens pour travailler, qui peut immobiliser des comédiens pour les faire répéter et tout mais dont les films coûtent à peu près 2 fois plus cher que ceux dont ils ont l'air aussi hein, complètement. Non bien sûr c'est vrai c'est vrai mais toujours est-il que en tout cas il racontait que par exemple pour The Social Network il avait fait travailler Armie Hammer et le comédien qui joue son frère jumeau mais sur lequel a été la doublure de son frère. C'est ça la doublure de son frère que en gros il leur avait fait faire de l'aviron pendant 10 mois, alors pas tous les jours bien sûr, mais pendant les 10 mois qui avaient précédé le tournage, il leur avait fait faire de l'aviron régulièrement pour que non seulement ce soit des types qui soient évidemment capables de ramer sur un aviron, mais pour plus que ça, qu'ils aient eu le temps de baigner un peu dans ce monde-là de manière à ce qu'ils puissent en cerner les codes, le langage, la manière de s'exprimer, etc. Et le fait surtout juste simplement de parler de leur sport en ayant une vraie compréhension intime. Expérience, ouais c'est ça. Fait, ouais. Et puis c'est bête, mais même si ça dure que 20 secondes dans une scène, le fait qu'ils manient leur pagaie ou leurs choses comme ça, tu vois des gens qui mais du coup ce que je veux dire en tout cas ici c'est que et c'est là où je vois une différence entre les deux comédiennes à mon avis importante, c'est que la différence avec Garance du coup qui joue le personnage principal, c'est qu'en fait elle a déjà une relation de travail avec Julia Ducournau puisque elles ont fait donc ce court-métrage avant dont je parlais qui s'appelle Junior et en fait elles ont déjà travaillé beaucoup ensemble. Ce qui fait que en fait à mon avis il y a quand même une relation de travail genre qui s'est installée genre, entre elles deux et qui fait qu'à mon avis elle a pu travailler plus en profondeur avec elle sur tout un tas de choses et du coup plus en finesse
qu'avec la comédienne qui joue le personnage de la sœur, et je trouve que ça se ressent beaucoup. Et justement, je l'ai entendu dire, et pareil, ça se ressent que pour les deux acteurs principaux, enfin, c'est-à-dire donc l'héroïne et son colocataire. Et Rabanaït, j'ai oublié son nom. En fait, pour qu'ils soient à l'aise ensemble, parce qu'ils ont ensemble des scènes très intimes, quoi, très physiques, dur à faire pour des acteurs, surtout pour des acteurs si jeunes. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle leur avait dit que pour préparer le film, elle voulait qu'ils les voient des films qu'elle leur avait sélectionnés. Et elle leur avait dit, par contre, je veux que vous les voyiez ensemble. Oui. Et en fait, elle avait dit, les films, je m'en foutais qu'ils les voient, mais je voulais qu'ils passent du temps ensemble pour pouvoir. Ouais, forcément. Pour pouvoir. Et ça se sent dans le film. Et ça se sent, ouais. Ça se sent. Je trouve que toutes les scènes entre deux marchent. La complicité, elle est là, mais elle est de tous les instants. Je suis d'accord. Et sans doute qu'on y reviendra, mais il y a notamment une scène d'amour entre ces deux personnages que je trouve admirable. En fait, je suis d'accord. Qui est. Après, voilà, enfin, encore une fois, j'ai dit que. J'ai pas dit que je la trouvais mauvaise, hein, Garance. J'ai dit que je la trouvais elle était meilleure avec le défilement du film, en fait, tout simplement. Et le fait est que forcément, comme c'est la protagoniste aussi, mes yeux vont aussi être un peu plus sévères sur elle, puisque voilà. Mais après, non, j'ai trouvé plutôt pas mal. Ce que moi je ne reproche pas forcément à la sœur, c'est parce que probablement je me fais une projection d'une volonté de la réalisatrice qu'elle soit un peu une personne, voilà, on va pas trop spoiler, mais qu'elle soit une personne à la fois extérieure et qui appose la surprise, en fait, pour certaines choses. Après, si on voulait dire encore quelque chose un peu général sur le film, on pourrait dire, moi, par exemple, je suis pas fan de la photo du film à titre personnel. C'est-à-dire que autant je trouve que la mise en scène du film, la manière de découper le film, de poser tous ces cadres, etc., il y a vraiment énormément d'ambition, il y a un truc tranchant dans la manière de les poser, de les construire, etc. Autant je trouve que la photo, par envie probablement d'ancrer le film très fortement dans le réel, à mon avis, parfois je fais des choix un peu timorés et va pas pour le coup résolument dans le genre, avec des ambiances qui seraient plus tranchées par moment, et du coup je suis pas un grand fan de ça. Arnaud, si tu veux. Non, ouais, en fait, ça me fait penser à quelque chose d'un peu plus général sur le film aussi, et la différence qu'il peut y avoir justement entre ce film et les autres films d'horreur qu'on avait eu en France ces derniers temps, ou les films d'horreur en général, c'est que généralement quand on a un film d'horreur, en fait, il va se placer dans un milieu extrêmement générique, en fait. On va voir par exemple des jeunes filles, à la limite c'est un lycée, tu vois, un peu général, etc., etc. Et ici, ce qui fait qu'on reconnaît un petit peu que c'est sans doute un film français aussi, mais qui est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ces dernières années, il y a un peu une mode de la recherche dans les milieux qui sont exposés dans le cinéma. C'est-à-dire que on va avoir des films comme, je sais pas, je vais prendre La Loi du marché, tu vois, ou des films comme ça, où on sent qu'il va y avoir eu une immersion du cinéaste dans ce milieu pour en reprendre et pour essayer de faire ressortir des effets de réel dans le film, pour nous montrer exactement comment ça se passe et pas le cliché cinématographique qu'on peut avoir du lieu. Et ici, dans la manière dont est montrée cette école vétérinaire et les rituels de bizutage qu'il s'y passe, on sent qu'il y a ce travail qui a été fait et qui ramène un peu ce film dans cette tradition française actuelle qu'il y a de faire ça. Et justement, tous ces effets de réel, je parle pas forcément de la photo, je parle plutôt de la manière dont ça, je trouve ça bien, dont c'est fait. Je trouve ça assez réussi, en fait, d'ancrer le film dans ça, et parce que c'est ce qui fait le malaise du film aussi, c'est-à-dire de reconnaître des choses extrêmement réalistes, de voir en fait d'où ça a été pris et de nous montrer à l'intérieur quelque chose de complètement fantastique et dégueulasse. Ouais, en fait, mais je crois que du coup j'aurais simplement aimé que la photo par moment du coup puisse venir faire dérailler un peu ça. C'est-à-dire tout à coup venir extasier quelque chose, enfin. Et la musique être un peu plus dans le Neon Demon, quoi. La musique le fait. Il y a une musique à la John Carpenter. La musique est très bien. Et la musique est super. Moi j'aime beaucoup la musique. Je la trouve très bien parfois, d'autres fois sur une certaine scène dont je parlerai plus, il y a des volontés, tu sais, de crescendo pour justement faire monter la tension, et il y a des choix d'instruments que je trouve un peu étranges,
et pas forcément très sympa. Je te vois faire une grimace, Arnaud, je te dirai juste après. Sinon, petit clin d'œil à Laurent Lucas aussi, parce que pour faire monter la tension dans ton film, ça marche toujours de faire un plan de 2 secondes sur Laurent Lucas, qui au demeurant doit être quelqu'un de très sympa, mais dans un film, t'as l'impression qu'il va te séquestrer dans 4 secondes et que ça va mal se passer pour toi. Non, mais clairement, oui, un film d'initiation, de découverte de son identité sexuelle ou pas, et sur une réflexion sur les normes aussi, parce que sur le végétarisme ou sur autre chose. Je trouvais quand même que il y avait tellement de choses assez profondes développées par, mine de rien, un film assez court, je crois, hein, puisque il fait 1h38. C'était quand même vraiment bien fait. En fait, c'est une grande bat mitzvah, quoi, ce film, tu vois, que ce soit au niveau des rites du bizutage chez elle. Alors c'est drôle, mais juste je voulais dire, moi, alors je sais que ça rentre dans le réalisme, justement, de faire ses recherches sur le milieu des étudiants vétos, etc. Mais moi, ça m'énerve un peu, ce genre de choses. Moi, parce que j'ai l'impression que c'est une façon de dire non, mais le film qu'on va faire va être très réaliste. Attends, là, tu reproches à quelqu'un d'avoir fait son boulot, en fait, hein, grosso modo. Non, mais je sais, mais en fait, c'est vouloir prendre quelque chose de spécifique où quelqu'un de lambda ne va pas s'y connaître forcément, mais a entendu dire deux, trois choses. Il y a un truc qui m'énerve dans le fait de dire, comme on va faire nos recherches juste sur l'endroit, du coup, on aura plus de liberté à ne pas faire notre travail sur autre chose. Non, alors attends, c'est intéressant. Parce que je suis en profond désaccord avec toi sur ça. Je l'ai jamais été, quoi. Non, mais c'est intéressant. Moi, je suis pas en profond désaccord avec toi, mais je suis en désaccord sur le film plutôt. Enfin, en tout cas, sur l'appréciation du coup que tu fais du film à cet endroit. Parce que en gros c'est quoi? Moi je suis plutôt d'accord avec toi que les recherches c'est bien, mais il faut s'en méfier aussi, parce que parfois à faire beaucoup de recherches on peut aussi se noyer dedans et perdre de vue ce qu'on veut raconter au départ. C'est-à-dire ne pas se servir de ces recherches pour trouver des opportunités de narration pour raconter genre l'objet genre de notre film, mais plutôt genre se mettre à diluer l'objet du film dans une foule de détails ou de choses intéressantes. En gros, ta recherche de réalisme ne doit pas être un artifice scénaristique à un certain moment. Mais par exemple dans le film je le ressens pas. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un écueil comment dire, de ce type de manière de déployer du récit et de réfléchir genre à la manière d'écrire un scénario et tout, et qu'on peut se perdre là-dedans, je le pense. Et soit dit en passant, je crois pas que le film souffre de ça, en tout cas. Je vois beaucoup plus souvent l'inverse, hein, comme problème dans un film. Ça arrive. Je vois beaucoup plus souvent un manque de travail qu'un excès de travail dans la recherche. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais pour te dire, et je te rejoins, hein, je ne reproche pas justement cet écueil-là à ce film. Ah d'accord, pardon. C'est juste que... Non, mais ça peut, effectivement, comme on en a parlé, mais c'est totalement personnel. Il y a ce petit truc où je me dis, tu as passé trop de temps à ce niveau-là, juste pour me faire comprendre que tu as fait tes recherches. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. J'ai l'impression qu'il y a il y a ce truc de regardez, on a fait nos recherches. C'est juste le début. Non mais tu vois par exemple, non mais regarde, je vais donner un exemple. Par exemple, moi j'ai jamais eu le sentiment pendant le film que tout à coup on me racontait une scène où une scène se déployait devant mes yeux simplement parce que la réalisatrice avait fait des recherches sur ce monde-là et que tout à coup il y avait quelque chose qu'il avait saisi dans ce monde-là et qu'elle avait envie de me le montrer alors que le récit en avait pas besoin pour progresser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Après, techniquement, on peut toujours dire que effectivement le récit avait besoin de tout ça, mais pour surtout moi, qu'elle tout simplement, elle a l'intelligence de pas faire du visitage le sujet du film. Hein, exactement. Aussi, voilà, mais moi, c'était tout simplement voilà la première soirée et puis tous les bizutages à base de on jette les matelas, des choses comme ça. Et encore une fois, je suis d'accord et c'est pas quelque chose à enlever, mais je sais pas pourquoi je l'ai ressenti comme une façon de dire non mais on a vraiment fait nos recherches sur ce film. Alors. C'est intéressant parce que genre en vrai, mais moi en fait là je suis en train d'essayer de me refaire le film vite fait là dans ma tête et je me rends compte qu'il y a un moment où je pourrais aller dans ton sens dans le film, mais on pourrait y revenir quand on ira en détail. D'accord. Bon bah écoutez, de toute façon on va pas aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on a tout dit. Effectivement, sinon oui, juste
moi pour le coup voilà c'est vrai que autant la photo était un peu délavée, un peu glauque, ça fait son office je pense pour rajouter quand même un peu de ce dégoût que vous avez peut-être pu entendre dans votre salle sur certaines scènes. Je sais pas si on aurait pu se permettre de faire quelque chose de très stylisé, même pour certaines scènes en fait, tu vois, dans ce film. Moi, je pense ça que... sort pas du... Ah oui, moi je pense que si, mais bon, ceci c'est un autre débat, mais après, après si on peut dire quelque chose quand même, genre de manière générale sur le film, c'est que moi je pense pas que le film soit absolument terrifiant ou ah oui, non, bien qu'il sûr, y ait matière à tourner de l'œil devant le film. Je suis pas sûr que ce soit le but en fait. Et par ailleurs, c'est clairement pas l'ambition du film, je pense. Non mais je le dis parce que le film arrive fort de cette réputation d'avoir fait s'évanouir des gens au festival de Toronto, etc. On n'arrête pas de nous raconter ces histoires comme si c'était une sorte de sommet de trash. Chaque Paranormal Activity, on ressort la même sauce de toute façon. Oui, il y a eu 5 syncopes. C'est vrai, sauf que Paranormal Activity, du coup, c'est des... Comment dire ? C'est des objets de cinéma qui sont destinés à faire beaucoup d'entrées, etc. Donc on voit aussi tout le storytelling et le marketing qu'il y a derrière. Là, Grave, c'est quand même un film d'auteur qui a rien coûté à faire, enfin je veux dire, qui sort un peu de nulle part, dans le fond, à l'endroit de l'industrie en tout cas. Et qui du coup genre arrive avec cette auréole là, sachant qu'entendons-nous, elle a quand même, je pense, été vachement comment dire, vachement montée en épingle par son distributeur. Quand ça s'est produit, il s'est dit oulala, bonne opportunité de faire du buzz sur le film, et pas bête d'ailleurs. Oui, voilà, autant qu'il soit vu par le maximum de personnes. Carrément. Enfin tout ça pour dire qu'en tout cas, les gens qui nous écoutent peuvent se détendre sur cette question. Le film, est plutôt frontal dans ce qu'il montre, mais je veux dire, après. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très sensibles à ça, c'est possible. Je pense quand même que... qu'en tout cas, tous les gens qui ont moins de 40 ans aujourd'hui sont des gens qui ont été habitués à être exposés à des images très violentes. Et je pense que là, du coup, sur l'échelle de cette violence, on se situe à un gentil 6-7, quoi. Un truc sympa, mais pas... Non mais c'est vrai parce que il est, pour le coup, voilà, si j'ai dit épouvante horreur, c'est parce qu'il était classé comme ça sur Allociné. À mon avis, il doit être classé comme ça par un peu tous les sites de critiques ou etc. Cela dit, voilà, il y a zéro. C'est pas un film où vous allez voir des jump scares. C'est pas un film où on va aller dans l'absolu, je veux vous faire peur ou même je veux vous dégoûter, parce qu'elle fait des ellipses à des effectivement, moments, elle montre bien que c'est pas son but de montrer absolument. On n'est pas dans l'ultra gore, on est dans voilà, il y a forcément un petit peu de gore, mais voilà, on a déjà vu franchement plus de gore dans une scène de Tarantino que dans ce mais c'est vrai, t'as raison. Donc voilà, c'est un film vraiment intéressant, même pour ceux qui se disent non, moi les films d'horreur c'est pas pour moi, voilà, bref. Écoutez, moi je mettrais 3 miams, je pense, à ce film. Voilà, tout simplement, j'ai bien aimé, original, et je veux voir plus de films de Julia Ducournau. On note sur combien de miams, pardon ? Sur 5 miams, mais genre on monte très rarement au-delà de 4 en vrai. Ok. Tu montes très rarement au-delà de 4. Tu peux mettre ce que tu veux. C'est vrai. Tu peux mettre un 6 miams sur 5 si tu veux. Moi, je vais mettre 3,5 pour la raison que tu as dite. C'est-à-dire, j'ai envie de revoir des films de cette réalisatrice. Ouais, moi je mettrais 3 ou 3,5. C'est dur à dire. Ouais. On reste dans la... Je mettrais le demi-point de l'hésitation. Moi je vais mettre 3. Okay. Non, je vais mettre 3,5. Soyons parades. Ok. Petite pause pour parler de, peut-être avant d'attaquer directement la partie spoiler. Est-ce que vous avez vu des films récemment au cinéma dont vous voulez absolument parler, ou pas absolument parler d'ailleurs, mais juste leur envoyer une petite flèche dans la gueule? Là, en fait, on enregistre l'émission de trop tôt, ça fait qu'il y a 2 films que je voulais voir que j'ai pas vu. C'est La femme de la plaque argentique de Kiyoshi Kurosawa et The Lost City of Z de James Gray. C'est vrai qu'il est sorti hier aussi, ouais. Que j'ai pas vu. Et donc je vais parler d'un petit film que j'ai trouvé bien sympatoche et qui est un peu l'opposé de Grave. C'est Paris pieds nus de Fiona Gordon et Dominique Abel, qui est un petit film burlesque à la Jacques Tati, tout gentillet, tout mignon et qui fait plaisir à voir. Donc je sais pas si t'avais déjà vu d'autres films qu'ils avaient fait comme L'Iceberg, La Fée ou Rumba. Non, ça me dit rien. Ok, ben en fait les 2 réalisateurs c'est des habitués de cabaret, donc ils ont un humour extrêmement physique, ça rappelle Tati, Keaton ou ce genre de cinéma là.
Et c'est le dernier rôle d'Emmanuel Riva qu'elle a fait avant de mourir. Et voilà, moi je pense que si tu veux passer une bonne petite soirée en famille, c'est le bon choix. C'est le tampon fin de séance pour avoir ta maman et ton papa à côté, c'est ça, sans avoir de risque de scène de nus. Exactement. Arthur, peut-être un film. Écoute, moi le film que j'avais vu juste avant Grave, c'est Moonlight de Barry Jenkins, du coup dont vous avez déjà parlé. Alors moi j'ai pas écouté toute votre conversation sur le film, donc je débarque un peu dans votre débat. Dis-nous ce que tu en as pensé. Mais j'ai un sentiment mitigé à l'endroit du film, même très mitigé, disons-le. Parce que en fait j'ai eu énormément de mal à me projeter dans le personnage principal. Et ça tient à la chose suivante. Bon, le film est découpé du coup en 3 parties. Enfin, du coup, les gens qui vous écoutent le savent, forcément, vous en avez parlé. Il y a donc une partie où le héros est enfant, une partie où il est adolescent, puis une partie où il est adulte. Et en fait, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le film. Alors que le film, pourtant, faisait des propositions de forme qui me semblaient intéressantes. Mais la raison pour laquelle j'avais du mal à rentrer dedans, c'est simplement que en fait je n'arrivais pas du tout à rentrer en empathie avec le personnage principal, et ça tenait à la raison suivante, qui est que j'avais le sentiment d'avoir très peu d'informations qui m'étaient données sur lui pour pouvoir m'attacher à lui et me projeter en lui d'une certaine manière. C'est-à-dire que vraiment au bout de 1h10 de film, c'est-à-dire à la fin du deuxième tiers du film, les seules informations que j'avais sur le personnage, c'était qu'il était noir, qu'il était maigre et qu'il marchait bizarrement, qu'il était taiseux, et qu'il se faisait maltraiter par les enfants parce qu'il était taiseux et qu'il marchait bizarrement. Et puis bon, et aussi qu'il avait une mère qui prenait du crack. Voilà. C'est pas mal d'infos déjà. Non mais c'est si peu, c'est-à-dire que en fait c'est des infos que j'ai au bout de 3 minutes 30 de film. Et en fait le problème, si tu veux, c'est que j'ai eu le sentiment pendant plus d'1 heure de regarder un film dont le héros est absolument passif. C'est-à-dire que il est jamais moteur de l'action. Et en fait du coup vraiment j'ai eu énormément de difficultés à juste en fait m'intéresser à cette histoire, alors que pourtant je vois qu'elle est intéressante, qu'elle fait du sens dans le monde d'aujourd'hui. Je comprends pourquoi des gens ont envie de voir ce film. Mais j'ai vraiment eu énormément de mal à rentrer dedans. Après, pour être totalement sincère avec le film, je trouve que son dernier tiers est intéressant. Je le trouve aussi même mieux sur le plan formel, aussi parce que je le trouve plus fin. Les 2 premiers tiers font feu de tout bois, alors que le personnage est absolument passif. Donc je trouve qu'il y a une sorte comme ça de dichotomie entre les moyens formels et la maestria, disons, formelle déployée, versus le très peu d'éléments narratifs que j'ai à me mettre sous la dent sur le personnage. C'est vrai que dans la 3e partie, on a 99% de ses dialogues à lui. Et dans la 3e partie, surtout, c'est la partie du coup la plus Wong Kar-waiesque de son film, parce que c'est vrai que Wong Kar-wai est, je pense, une des grosses références du cinéaste. Et il y a des trucs très beaux. Tout à coup, il se passe des choses qui sont vraiment très belles. Il y a une scène de dîner où tout à coup, je sais pas, ce type invente des durées et je suis sensible au temps qu'il invente. Et c'est Danet qui disait que le cinéma, c'est de l'espace et c'est du temps, et c'est surtout du temps. Et c'est vrai que moi je me rends compte à quel point quand je vais voir des films, ce qui me touche le plus dans les films, c'est les durées que peuvent inventer des cinéastes quand ils racontent une histoire. Et là tout à coup je me dis waouh, ok, il y a un cinéaste qui va m'inventer des temps singuliers et qui arrive à me faire comprendre pourquoi c'est pertinent de raconter cette histoire dans cette durée là. Du coup le film me rattrape quand même en dernière instance, mais je dois avouer que j'ai quand même eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans le film. Et par ailleurs, je trouve que le film est très timoré sur la question de la représentation de la sexualité homosexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film, quand je l'ai regardé, je me suis dit, putain, c'est un film qui passe son temps à éviter les choses auxquelles il devrait se confronter sur le plan formel. Et contrairement, je sais pas, à certains films qui parfois peut-être ont trop de frontalité, ça peut aussi se discuter, mais c'est vrai que voilà, puis il y a des trucs bizarres, tu vois, par exemple il y a un moment dans le film que je trouve invraisemblable où on nous montre le personnage principal qui est en train de rêver d'un garçon dont il était amoureux quand il était plus jeune, et avec qui il s'est passé des choses, sans spoiler. Et on le voit en train de fumer devant un dîner, tout habillé, etc. Et donc il est en train de rêver de lui. Et là, il se réveille et il s'est éjaculé dessus pendant son sommeil.
et je peux pas vous expliquer, mais j'ai trouvé ça ridicule. C'est-à-dire que, en fait, je pense que n'importe... Et là, c'est pas une affaire d'être hétéro ou d'être homo, je veux dire, n'importe quelle personne qui regarde cette scène sait que, genre, il ne s'agit pas une seconde d'un rêve érotique, et que pas une seconde, enfin, on pourrait, enfin, tu vois, s'éjaculer dessus, genre, pendant son sommeil, avec un rêve pareil, enfin, et en fait, et je trouve que c'est symptomatique de la manière dont le film ne se confronte pas à l'imagerie de la sexualité homosexuelle, quoi. Et ça m'a quand même vraiment dérangé dans le film, voilà. D'accord. Et du coup, si tu devais donner des miams à ça? Je lui donnerais 2 miams. D'accord. Ouais, mais où étais-tu durant cette conversation? Parce que moi, genre, je me suis fait lyncher par les 2 autres là, pendant que qui ont adoré Moonlight. Mais alors qu'en fait, moi, pour le coup, j'ai quand même donné une bonne note parce que en fait, je l'ai bien aimé, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de défauts. Mais bon, on va pas y revenir. D'autres films peut-être que tu as vus dernièrement ou t'étais en retard? Non, pas des films. Par contre, j'ai commencé à regarder une série là récemment que je trouve super. C'est pas tout neuf, hein, du coup, il y a plein de gens sans doute qui sauront déjà de quoi il s'agit. Mais c'est une série qui s'appelle Brooklyn Nine-Nine. Et qui raconte grosso modo l'histoire d'un commissariat de Brooklyn dans lequel il y a plein de bras cassés et de gens bizarres. Ouais. Et qui font des enquêtes de police. Et c'est assez hilarant. Et du coup, je recommande franchement les gens qui aiment bien la série policière et qui ont envie de voir un regard un peu loufoque sur ce genre de la série télévisée. C'est l'une des rares sitcoms de network américaine qui vaut le coup d'être regardée encore aujourd'hui parce que ça fait, je pense, depuis facilement 2-3 ans que... tout est vraiment nul maintenant en termes de comédie sur les chaînes nationales américaines, donc qui ne sont pas sur le câble. Okay. Et celle-ci quand même reste parmi les meilleures. Et je pense qu'elle va, grâce à son cast qui clairement, ce sont tous de réels comiques qui viennent ou de la scène de l'impro ou du stand-up américain. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et puis c'est vraiment très bien écrit. Enfin, je veux dire, c'est très ciselé. Il y a un sens de la situation. Il y a un sens du payoff comique. Enfin, c'est vraiment. Non, j'ai trouvé ça assez bluffant en fait. Ouais. Et je m'y attendais pas. Enfin, on m'avait plutôt dit du bien, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi franchement réussi. Aussi drôle. Ouais, et aussi drôle. C'est vraiment drôle. Et moi je n'ai vu qu'un film depuis qu'on s'était vu pour le dernier podcast. J'ai vu le film Kong qui devait à la base s'appeler Skull Island, mais je pense que les producteurs ont commencé à avoir peur, ils ont rajouté Kong dessus. Donc c'est un film de Jordan Vogt Roberts qui n'est pas très très connu à part pour avoir réalisé quelques épisodes de You're the Worst, qui est une très bonne série au demeurant. Mais donc c'est un film avec Tom Hiddleston, Samuel Jackson et Brie Larson. Pour vous expliquer, ils ont décidé de faire un King Kong dans l'univers du dernier Godzilla, donc celui qui a été fait avec Bryan Cranston, etc. Pardon. Et Kong, franchement, réellement Kong, pendant 25 à 30 minutes, je me suis dit, si les dialogues et les clichés continuent dans juste cette médiocrité, je vais pouvoir passer un bon moment parce que l'image est spectaculaire, vraiment. Mais malheureusement, les dialogues et les clichés ont encore continué à s'embourber et à devenir vraiment, vraiment merdiques. Et à un certain moment, je pouvais plus. Et à noter également des erreurs, des problèmes de montage. On a l'impression d'avoir un gosse qui a fait le montage de ce film où il s'est dit « Je veux absolument garder tous les jolis plans que j'ai faits et je veux tous les mettre dans ma scène. Et je ne dirai pas non à ce plan parce que je veux tous les garder. » Et c'est marrant parce que vraiment visuellement, je t'avoue que ça commence très très fort. C'est très stylisé, mais moi je suis totalement d'accord. Et il y a cette imagerie d'Apocalypse Now où tu vois des hélicos arriver au ralenti avec un énorme soleil derrière et Kong dessus, où c'est l'une des rares fois vraiment où, peut-être même plus que pour Pacific Rim, où au cinéma je voyais la grandiosité d'un monstre, tu vois. Et tout de suite après, ne parlons même pas du scénario qui ne veut vraiment rien dire. Je pense que ça passe à côté totalement de son film, où justement, ça se passe en fait techniquement dans les années 70, à la fin de la guerre du Vietnam,
où on va démobiliser un petit peloton d'aéroportés pour accompagner des scientifiques dans Skull Island. Et ça aurait pu tellement être une vision très maligne de la guerre du Vietnam, en faisant justement, pourquoi pas, de Kong, les États-Unis, et de se retrouver avec les soldats américains comme des Viet Cong, tu vois. Mais pas du tout, en fait. Ça décide pas du tout de faire ça, et ça décide de faire vraiment de la merde de A à Z, quoi. Et j'étais très déçu. Et je pense que ça serait un bon réalisateur de cinématique de jeux vidéo. Tu sais, parce qu'il faut être percutant et très joli en 1 minute, raconter un peu une histoire. Mais je sais pas qui a écrit les dialogues, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est genre, tu sais, c'est Kevin, 12 ans, quoi, qui a écrit. Tu donnes pas très envie d'aller le voir quand même. Et ouais, non, mais le pire, c'est que forcément, si vous ne le voyez pas au cinéma, vous allez voir, enfin, peut-être chez vous, et au niveau de la. Pense, en fait, en vrai. Et non, mais ne serait-ce qu'en niveau de curiosité pour l'image, et malheureusement, c'est vrai que l'image est beaucoup plus percutante au cinéma. Et c'est vrai que quand t'es assis et que t'as un énorme écran, que t'as tes lunettes 3D et que tu vois des hélicoptères Michael Bayen à côté d'un singe énorme, c'est sympa. Mais même en termes d'action, d'ailleurs, on a une grosse perte de rythme tout de suite après la première demi-heure, donc voilà, je sais pas quoi vous dire. C'est dommage. Pourtant, il y avait énormément d'argent, parce que les stars qu'il y a dedans, Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston. Ah, d'ailleurs, il y a que des gens de Marvel, si tu remarques. Il y a Loki, Nick Fury et Brie Larson qui va faire Captain Marvel. Il y a toute l'équipe. Bon, voilà. Bref, effectivement, je ne recommanderais pas forcément. Je mettrais un 1,5. Ouais, ou un 2. Tu le recommandes donc pas. Ouais, non. Clairement, si c'est pour payer 14€ pour aller le voir, franchement, restez à la maison. Spoiler de grave. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit peu le déroulé de tout ce film et qu'on jump sur des choses à dire, ou est-ce que vous avez en fait, plus des concepts à étaler? Déjà, un peu les deux à la fois peut-être. Il y a quelque chose que j'avais envie de dire sur le film, c'est que déjà, en fait, je pense que c'est les 45 premières minutes du film, je les trouve admirables. Je les trouve vraiment à peu près parfaites. Et après, j'ai quelques problèmes, on va y revenir en détail. Mais c'est-à-dire que dès le début du film, j'ai l'impression vraiment d'une narration extrêmement limpide. C'est-à-dire, je sais exactement où je vais, je vois où le film va, et je vois ce qu'il développe. C'est-à-dire, il y a un thème qui est développé pendant toutes ces 45 minutes, qui est le thème du conformisme. Et en tout cas, le thème de la pression du conformisme qui est développé tout le temps. C'est-à-dire, pendant ces 45 premières minutes, il y a une image qui revient toujours, c'est celui d'être observé. C'est-à-dire que en permanence, en fait, le personnage principal subit le regard des autres et ressent une pression de devoir faire quelque chose à propos de ça. C'est développé de manière assez intelligente dans à peu près toutes les scènes, que ce soit dans le bizutage, qui est l'exemple parfait, en fait, de devoir se conformer à un schéma pour pouvoir faire partir d'un groupe. Et en fait, à tous ces niveaux, le personnage principal ne se retrouve pas dans ces schémas qu'on lui propose. Elle est végétarienne, elle est plus jeune que les autres, elle est toute frêle, et ça va revenir même de manière parfois un petit peu surprenante. C'est-à-dire que y a beaucoup de personnages secondaires, souvent joués par des assez bons acteurs d'ailleurs à ce moment-là pour développer ce thème. Et il y a un de ses professeurs qui la voit d'un très mauvais œil parce qu'elle est trop brillante. Et il y a une discussion sur ça où il lui explique que
les élèves comme elle, on n'en a pas besoin parce que à cause d'elle, les gens qui sont peut-être plus médiocres vont se sentir mal et vont peut-être pas réussir à faire ce qu'ils pourraient faire s'ils n'avaient pas d'exemple aussi pesant autour d'eux. Ça revient aussi avec un médecin à un moment qui l'ausculte et qui lui raconte l'histoire d'une jeune femme assez enveloppée dont la plupart des internes ne voulaient pas faire de prise de sang, soi-disant parce qu'il y avait une couche de gras qui empêchait de trouver les veines. Et qui lui demandait en fait de revenir faire des analyses à l'hôpital une fois qu'elle aura maigri. Et le médecin lui raconte qu'elle avait réussi tout de suite à trouver une veine et qu'elle avait pu ausculter la jeune femme. C'est-à-dire que toutes les histoires qui reviennent, ça revient pour entourer un petit peu ce thème-là. Et c'est-à-dire, j'ai l'impression de voir où ça va. C'est-à-dire que je me dis, en connaissant un petit peu de quoi va parler le film, je me dis, tiens, ces pulsions cannibales vont peut-être revenir de ce refoulé qu'elle va avoir de devoir se conformer à un modèle... Et ensuite, au milieu du film, vient ce qui est pour moi ma scène préférée du film, qui est la scène du doigt et de l'épilation du maillot. Forcément. Qui est une scène qui commence comme une scène d'American Pie, quoi. C'est où sa sœur lui impose une épilation de la chatte parce que c'est ce qui se fait. C'est assez drôle. Et il y a quelque chose qui se passe mal, et à cause d'un coup brusque du personnage principal, la sœur perd un doigt et tombe dans les pommes. Et à ce moment-là, le personnage principal se lève, prend le doigt dans l'espoir de pouvoir le faire recoudre à l'hôpital. Et là, elle est prise d'une envie irrépressible de goûter à la chair humaine, et elle se met à déguster ce doigt avec très goulûment, quoi, avec énormément de plaisir. Jusqu'au moment où la sœur se lève, elle voit sa sœur en train de bouffer le doigt et il y a une larme qui coule sur son visage. Et ensuite ça coupe et on se retrouve à l'hôpital, et à partir de là commence la deuxième partie du film où on apprend en fait que sa sœur est elle aussi une cannibale, et elle va l'initier un petit peu à sa façon de faire, justement. À sa façon de faire, comment on chasse des gens sans que ça se remarque. Et en fait, étrangement, dans cette deuxième partie du film, j'ai l'impression que tout d'un coup, le film prend un virage et me dit quasiment l'inverse de ce que le film me disait dans la première partie. C'est-à-dire que dans cette deuxième partie, on apprend même plus loin, bon je vais spoiler carrément, mais grosso modo qu'elle vient d'une famille de cannibales où apparemment toutes les femmes de la famille sont des cannibales en fait, qui ont énormément de mal à réprimer leur pulsion. Et d'où en fait j'ai l'impression que le fait de suivre des règles, c'est ce qui les aide à réguler en fait cette voracité qui est présente dans leur famille. Et tout d'un coup d'ailleurs dans cette deuxième partie, il y a plus du tout il y a beaucoup moins cette histoire d'observation, et il y a plus du tout ces récits de conformisme en fait. C'est quelque chose qui est oublié. Et qui est oublié du récit et qui est oublié du thème. J'ai l'impression que c'est un autre film qui me parle d'autre chose. J'ai presque l'impression de voir Dexter en fait dans la deuxième partie, qui est plus la question en fait de comment on fait pour canaliser ses pulsions, plutôt que vraiment ce récit sur le conformisme. J'ai l'impression que le film en fait oublie un chemin de quoi il parle. Même si on est tout à fait honnête d'ailleurs sur ce point, le film se confronte pas si frontalement que ça à la question de comment on fait pour contrôler ses pulsions. Tout à fait. Il esquive plutôt ça. C'est-à-dire que même d'une autre manière, la deuxième partie est moins réussie et moins cohérente, même dans ce qu'elle essaie d'exprimer. Oui, je suis d'accord. Alors c'est marrant parce que, on va dire, Arthur, on te reçoit que quand on parle des films qui, à mon avis, ont un rapport avec le viol. Parce que pour Passengers et... Parce qu'en fait, pour moi, je suis totalement d'accord avec le fait qu'effectivement, on a une première partie où tu te dis, tiens, c'est la recherche de l'affirmation de mon identité, je suis végétarienne, vous n'avez pas à me pousser la norme, est-ce que justement, je dépasse un petit peu de la moyenne? Parce que tu sais, cette scène, elle était très très bien avec l'infirmière / médecin qui lui parle et lui dit, vous vous situez où? Et elle répond dans la moyenne. Et voilà, parce que tu vois, c'est ce qu'on a envie de faire, d'être quelqu'un qui dépasse pas. Et effectivement, alors autant d'un point de vue de spectateur de films de cannibale / horreur, quand on a la révélation que sa sœur est aussi une cannibale, on a un petit frisson, on se dit oula, mais où va ce film? Donc c'est intéressant, mais par contre, on ne parle plus de cette espèce de norme vers laquelle les gens essayaient de pousser. Comment elle s'appelle l'héroïne d'ailleurs dans Justine. le film, je sais plus. Justine, pardon. Justine. Et pour moi, et
c'est validé, j'ai l'impression, assez par la fin et puis par quelques dialogues. Si on renverse les genres pour cette seconde partie, j'ai vraiment beaucoup l'impression qu'on parle de violence domestique ou de viol conjugal, en fait. Parce qu'en fait, on a cette espèce de... Tu sais, quand elle croit qu'elle a mangé Adrien, elle lui dit pourquoi tu ne m'as pas arrêté, pourquoi tu ne m'as pas frappé pour me stopper, tu sais. Et la scène de la toute fin où on voit que en fait effectivement la mère est aussi une cannibale et que son père a été un petit peu grignoté de partout. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une critique de l'espèce de domination masculine, ou en tout cas de la culture machiste qui pourrait être donnée par un père à ses fils. Tu vois ce que je veux dire si on renverse les genres. Mais c'est-à-dire que cette critique, étrangement, je la vois beaucoup plus dans la première partie. C'est-à-dire que quand sa sœur, quand on lui demande de mettre des habits sexy ou quand on lui demande de s'épiler sous les bras et de s'épiler la chatte, j'ai l'impression d'être beaucoup plus près de cette pression patriarcale qu'il peut y avoir dans la société. Et attends, juste un petit truc à rajouter, c'est-à-dire que ce qui m'empêche aussi parce que le film fasse un virage au milieu. Très bien, je veux dire, Jonito a fait ça plusieurs fois avec beaucoup de succès. Je pense à Running on Karma notamment, qui est assez admirable à ce niveau-là. Mais en fait, ici, le problème, c'est que dans cette deuxième partie, j'ai énormément de fils narratifs en fait qui sont esquissés et qui ne sont pas aboutis. C'est-à-dire que par exemple, sa sœur lui montre que pour pouvoir trouver de la chair humaine, elle provoque des accidents de voiture et ensuite elle va consommer ses cadavres. Mais ça ne revient jamais, c'est-à-dire qu'à aucun moment on n'entend même parler dans la région qu'on commence à enquêter sur des crimes cannibales sur le bord de la route. Et ça revient à plusieurs moments ce truc-là, c'est-à-dire que même tu vois le fait qu'elle ait bouffé le doigt de sa sœur, je trouve qu'elle s'en sort très facilement quoi. Il y a sa sœur qui oublie et puis c'est pas vraiment étiré derrière. C'est-à-dire que alors que la première partie du film, je vois quelque chose d'extrêmement abouti en termes de scénario, de très ficelé et tout ça, j'ai l'impression que dans la deuxième partie du film, parce qu'il y a des très belles scènes dans la deuxième partie du film, c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est le mouvement général sur lequel j'ai plus de réserve, j'ai l'impression que dans cette deuxième partie, elle a eu des superbes idées de scène, et qu'elle les a un peu balancées les unes après les autres, mais sans vraiment chercher à avoir un lien et quelque chose de plus cohérent que ça. C'est d'ailleurs précisément pour cette raison, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur parfois faire des recherches et avoir une idée dans tes recherches et t'as envie de le mettre dans ton film. Moi par exemple, la scène où je me dis ça, mais je me dis ça parce que en fait comme Arnaud à ce moment-là, je pense que je suis plus tout à fait en empathie avec le personnage principal et à ce qui lui arrive et à ses questionnements sur ce qui lui arrive, parce que c'est quand même très violent de tout à coup se découvrir cannibale. Enfin, ça pose des questions morales, ça pose des questions pratiques. Je veux dire, juste comment on fait pour juste vivre en tant que cannibale dans une société où juste, bon, évidemment, le cannibalisme, genre, est pas très bien vu. Et pas très bien vu. Peut-être même illégal. Et tu vois, et tu vois, moi, par exemple, cette séquence où tout à coup, on lui jette un pot de peinture sur la tronche, là, et où elle doit se mettre dans une pièce avec un garçon, et ils sont supposés ressortir de cette pièce en ayant changé de couleur tous les deux parce qu'ils se sont frotter l'un contre l'autre. Bah tu vois par exemple c'est typiquement une scène, en fait je la trouve je comprends pas je comprends pas exactement ce qu'elle fait là dans le scénario tout à fait. Je trouve qu'elle est pas très bien amenée, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est comme une sorte de micro sous-intrigue qu'on m'ouvre très ponctuellement puis qu'on referme très très vite. Mais surtout que c'est vrai que finalement juste après, mais littéralement 1 minute après, il y a une autre scène qui dit la même chose, c'est-à-dire que c'est la scène d'amour avec son colocataire, et qui, elle, est 1000 fois plus réussie. C'est-à-dire que là, il y a des vrais rapports de force qui se déploient. Et surtout, c'est préparé, puisque du coup, il y a eu toute une relation entre ces deux personnages qui font que quand tout à coup, le rapport sexuel advient, il y a des enjeux de force entre les deux qui sont intéressants. C'est pour ça que cette seconde partie est bancale, parce que, effectivement, quand tu parles de préparation, regarde, elle vient pas de nulle part quand elle mange le doigt, parce que ça commence par « je vole un steak à la cantine ». Ensuite, ça va à « je me réveille par une fringale de très bon matin et je mange du poulet cru ». Donc, quelque part, on suit un peu le personnage dans son début de cannibalisme. Et là, c'est vrai que c'est redondant, ça sort de nulle part, et on a effectivement l'envie de nous dire ouais, voilà, ça c'est un jeu que les vétos font parfois. Ouais, mais en fait, ça ne me sert pas. Et d'ailleurs, soit dit en passant, moi qui pinaillais sur
les PlayStation, les gens qui se font mal bousculer, j'en profite pour dire que ce mec qui s'est fait mordre la lèvre, on le revoit à la fin du film, il a pas de cicatrice ici, ni même de pansement. Je dis juste ça. Alors, ça je dois voilà, avouer vite que fait. j'ai même pas vu qui c'était parce que. Si, en fait, je crois parce que qu'il a de la il était- peinture sur la gueule, je l'ai pas reconnu. était En fait, Ouais. je crois que c'est celui avec Attends. qui elle parle au début de, tu sais, Ouais, du tout à viol fait. des chimpanzés, là. Exactement. Celui Ah, qui parle d'accord. en C'est premier. ce Ok, mec-là, et dans la scène finale, enfin, on le revoit et j'ai fait attention. Mais tu vois, par exemple, entre elle et lui, il ne se passe absolument rien qui a trait à l'attirance, par exemple, au début. Et du coup, c'est un personnage qui, pour moi, déjà, genre, a été un peu évacué du récit, genre, à ce moment-là. Et par ailleurs, genre, je projette rien sur ce qui existe d'une possible tension entre les deux, en fait, si tu veux. Ce qui fait que quand tout à coup, genre, ce type se met, genre, à l'embrasser, etc., et que ça a l'air d'être juste un jeu normal, je suis en mode, non, en fait, c'est pas si normal que ça, c'est bizarre, quand même. Et Alors c'est bizarre parce que en fait cette seconde partie elle est quand même assez onirique parce que forcément on n'arrive pas à tirer un fil narratif clair, tu sais. Autant au début on est posé, on sait où à peu près ce qu'on a envie de nous dire, mais le second, on a plus l'impression de rentrer, tu sais, dans les dernières parties des films de Cronenberg, justement, où tu te dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe là, tu sais, à base de Vidéodrome ou de choses comme ça, et là, on n'a plus l'impression d'être dans la réalité, mais effectivement, comme tu disais, il y a des choses qui nous rappellent à la réalité, où sa sœur lui dit, mais regarde, on fait ces petites astuces-là pour manger des gens qui se prennent un platane, et ben ouais, mais quand tu es aussi réaliste que ça, effectivement, il y a beaucoup d'autres questions qui viennent dans le téléspectateur. Déjà, tu as besoin de manger tous les combien de temps Tu as satiété d'un être humain tous les combien de temps Et j'ai l'impression que c'est pas beaucoup parce que c'était, je crois, le jour d'avant où lorsque sa sœur est allée manger un kebab à côté des routiers avec Adrien, qu'il y avait un autre accident déjà probablement provoqué par sa sœur. Oui, Je sais oui. pas si Ouais, c'est ça. C'est le. Ouais, Il donc, le voit sur le bord de la route. Donc c'est ce qu'on peut effectivement, reconstruire a posteriori, en tout cas, oui. effectivement, comme tu dis Arnaud, si elle commence à buter deux Twingo par jour, certainement il va falloir se poser des questions autour. Bah oui, il y a des questions pratiques. Donc, quoi. Et il y a un truc dans cette deuxième partie où le plaisir de la scène l'emporte sur le plaisir du film, j'ai l'impression, chez la réalisatrice. Ouais. Je vais prendre l'exemple de la scène finale. C'est-à-dire cette scène finale, si je la prends indépendamment de tout le reste, je la trouve bien. Je la trouve bien parce que Laurent Lucas joue très bien. Ah oui, la scène finale, oui. Ouais. Quand Laurent Lucas lui raconte que sa mère est une cannibale et qu'elle va devoir vivre avec ça. J'aime cette scène, et quand le film finit et que je vois que c'était la dernière scène et que je vois ce qu'elle raconte, je me dis, je l'aime bien, mais j'ai l'impression qu'elle est contre-productive. J'ai l'impression qu'elle m'amène à un autre endroit, en fait, qui n'est pas le reste du film. J'ai l'impression d'un début extrêmement appliqué, extrêmement construit, et d'une fin anarchiste, quoi. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Puis la fin, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle les Shyamala Ding Dong, là. C'est ça. C'est ces fins super surprises où tout à coup tu fais oh, wow. Ouais. Effectivement, et c'est ça aussi qui est dommage, c'est que du coup, est-ce que c'était un film où il fallait avoir la dernière scène pour avoir cette espèce de relecture, mais encore une fois qui n'est pas une relecture certaine, hein, si je parle moi de... Non mais pareil... Mais en plus, en plus qu'il y ait une relecture qui va à l'encontre de ce que j'ai vu dans le film, en fait. Il y a quelque chose, tu vois, d'un peu étrange dans ça. Et c'est ce que je disais par exemple aussi sur le jeu de la sœur, c'est-à-dire que quand on me révèle qu'elle est cannibale, elle l'a tellement pas joué dans la première partie qu'il y a presque un truc qui paraît off, tu vois. Et alors c'est pour ça que moi, son jeu ne m'a pas gêné, parce que je voyais l'utilité de la faire comme la grande sœur qui n'a aucun rapport avec les problèmes de Justine, les problèmes cannibalistiques de Justine, et d'en avoir la surprise. Mais aussi peut-être comme une espèce de cannibale qui s'est tellement assumé que c'est juste son régime alimentaire, tu vois, ça pourrait te parler d'autre chose comme de ça. Voilà. Moi, il y a juste un truc que je voudrais dire sur ça et sur la relation à la sœur, c'est que en fait, j'ai quand même vraiment le sentiment que toute la deuxième partie du film en fait repose sur cette relation entre ces deux jeunes femmes. Et le truc, si tu veux, c'est qu'en fait, c'est marrant parce que j'ai lu une interview de Julia Ducournau qui racontait comme pour elle le cinéma, c'était avant tout un art visuel et que vraiment ce qui comptait pour elle, c'était de raconter une histoire en images, et que dans le fond ce qu'elle aimait le plus au cinéma, c'était c'était voir des films dans lesquels il y avait quasiment pas de ligne de dialogue, ou en tout cas dont les lignes de dialogue ne servaient pas nécessairement à faire progresser le récit et tout. Et c'est intéressant parce que, genre, par exemple, moi je trouve que il se passe très exactement le contraire
dans la relation à la sœur. C'est-à-dire que, en vrai, les seuls éléments que j'ai pour comprendre un tout petit peu la configuration relationnelle qui existe entre ces deux femmes, c'est qu'à un moment donné, il y a une discussion sur le toit sur le toit de l'école où elles sont dans une sorte de jeu, elles essaient de pisser debout, etc. Et elle demande, et donc l'héroïne demande à sa sœur, mais est-ce que tu me trouves bizarre? Et elle lui dit, mais non, mais genre t'es pas bizarre, tu sais très bien que t'es l'enfant prodigue et que la fille bizarre ça a toujours été moi. Et si tu veux, genre le seul élément que j'ai pour essayer de comprendre un peu ce qui se joue de cette histoire d'amour-haine entre ces deux sœurs, c'est celui-ci. Et dans la deuxième partie, en fait, j'ai l'impression que le rapport entre ces deux sœurs, et en particulier du coup genre de sa sœur à elle, à l'héroïne du film, change de manière très abrupte, sans que jamais des situations genre viennent incarner le fait que tout à coup elle puisse se sentir très proche d'elle, le fait que dans une scène après elle puisse se sentir au contraire hyper énervée par elle parce qu'elle incarne quelque chose qui l'insupporte, ou en tout cas qui la renvoie à des faiblesses qu'elle peut avoir, etc. Parce que du coup c'est une fille surdouée, etc. En fait il n'y a jamais de situation qui viennent faire progresser genre littéralement la relation que ces deux sœurs ont, et le problème c'est que du coup je n'arrive jamais à être totalement en empathie avec ce qu'elles éprouvent l'une pour l'autre, et en dernière instance à être bouleversé par leur relation, puisque genre dans le fond je ne comprends pas quels sont réellement les pivots qui font que leur relation évolue comme elle évolue. En fait, juste pour reprendre cet exemple, mais parce que c'est un exemple qui m'a un petit peu gêné dans le film, c'est justement suite à l'histoire du doigt en fait avec sa sœur, quand elle mange le doigt de sa sœur. Après j'ai l'impression que leur relation qui était dans un entre-deux, elle reste dans un entre-deux. C'est-à-dire que, alors que j'ai l'impression que cet élément est suffisamment fort pour le faire basculer dans une haine totale ou dans un amour total, justement. Ouais. Je pourrais comprendre que la seule, elle se mette à retrouver quelque chose et lui dire, t'as bouffé ton doigt, mais maintenant on est très proches. Ouais. Ou l'inverse, maintenant c'est la guerre ouverte, tu vois. Ouais. Et c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est ni l'un ni l'autre, et du coup on passe tout le temps un peu de l'un à l'autre, mais de manière assez arbitraire. Moi par exemple, vraiment je ne comprends pas pourquoi sa sœur tout à coup se met à la filmer avec un téléphone portable, complètement bourré, en train d'avoir envie de manger un cadavre. Vraiment, pour moi, cette séquence n'a juste pas de sens d'un point de vue psychologique. Je ne comprends pas ce qui se passe, en fait. Et en plus, franchement, clairement, qui n'a jamais fait ça? Je veux dire, il n'y a pas lieu de se mettre autant en colère. On l'a tous fait. Non mais franchement, pour être sincère, c'est vrai qu'en fait, en tant que spectateur, ça passe assez moyen cette scène, parce que on vient de voir quelqu'un qui a mangé le doigt de sa sœur. Donc si tu veux, tout de suite, notre seuil de dégoût et de oh là là est assez haut. Surtout que la scène est super réussie, quoi. C'est la scène où donc Justine doit se mettre super en colère, c'est qu'elle est ultra bourrée à quatre pattes à côté de sa sœur. Bon. Alors, c'est pas que j'ai fini comme ça dans des soirées, hein, non, mais ce que je veux dire, c'est que de là à avoir des gens de ton amphi qui ne s'assoient pas à côté de toi parce que t'étais bourré comme ça, c'est des petits artifices scénaristiques, j'ai l'impression. C'est juste pour faire dire... Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que... Mais il y a des trucs assez intéressants à ce niveau. Non, mais c'est intéressant, mais c'est pas bien fait. Assez intéressant à ce niveau-là, c'est-à-dire que aussi à la fin du film, une fois qu'elle a montré l'horreur, elle décide de l'ellipser. C'est-à-dire que les deux grandes scènes d'horreur, le moment où elle dévore ce cadavre et le moment où où sa sœur mange son petit ami, c'est des scènes qui sont ellipsées, c'est-à-dire qu'on voit le résultat et je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire que là elle dit en fait mon objectif c'est pas juste de vous montrer des scènes gore, on sent qu'il y a une autre ambition en fait de faire autre chose, et que je trouve assez intéressant, et surtout l'effet que ça provoque, c'est-à-dire que ça va essayer de faire accentuer l'empathie que je peux ressentir pour le personnage principal. Et là je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant et que je vois pas énormément, c'est-à-dire c'est un film qui essaie de me faire avoir de l'empathie pour un monstre, et je trouve ça très intéressant en fait. Carrément, je suis d'accord. En plus vraiment moi ça m'intéresse vraiment ce type de film. Enfin moi vraiment un des films que je préfère de je sais pas des 15 dernières années, c'est le film de Rob Zombie, merde comment ça s'appelle? Oui, The Devil's Reject. The Devil's Reject, qui est un très 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 grand film sur ça, c'est-à-dire sur le mal, sur les origines du mal, et sur essayer de te mettre en empathie en tant que spectateur avec les êtres les plus veuls du monde. Et je trouve que c'est une réussite cosmique. The Devil's Reject,
Vraiment. jamais réitéré d'ailleurs. Qui arrive dans je suis une d'accord. apothéose tu sais, de la musique de Free Ah non, mais- Bird où non, mais t'es c'est- en mode Thelma et Louise avec des gens Ah non, mais c'est-à-dire que qui genre. sont des tueurs en série. Mais non, mais assez beau. c'est exactement ça, c'est dingue. C'est genre la fin de The Devil's Reject. Je veux dire, j'ai envie de pleurer genre avec eux, de les voir aller vers la mort. Alors que je veux dire, Ouais. ces types sont des terribles monstres. Mais des terribles monstres aussi terriblement humains du coup, parce que genre c'est des monstres au sein de cette famille, mais ils s'aiment en fait. C'est ça le truc. Mais en fait, c'est ce genre de film, ça me permet aussi mieux de comprendre le mal. C'est-à-dire Bien sûr. qu'une fois qu'on me dit que le mal c'est mauvais, bon, j'ai pas appris grand-chose en vrai. Mais quand tu le développes autour d'une vie, d'un personnage et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus intéressant. Et là, à nouveau, pour revenir à ça, j'ai l'impression que en fait, son objectif ici, c'était pas de faire, tu vois, un film pour choquer le bourgeois ou d'être transgressif. Non, mais c'est parce que c'est ça qui se joue même dans les critiques que j'ai pu lire un peu du film, tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit le but en fait, tu vois. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit le but. Je trouve que c'est plus intéressant sans que ça en fait ce qu'elle veut faire. Oui, elle aurait pu aller plus loin. Parce que si c'était vraiment ça l'objectif, oui, non, ça se ressent pas du tout comme ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis par contre parce que en général, une empathie va être plus facile à faire quand le personnage aime quelqu'un, et peut-être parce qu'on reste dans cette relation amour-haine entre les deux. Peut-être. Est-ce Mais que peut-être ça marche pas en fait. Mais pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Arnaud, peut-être que si du coup, au moment où où sa sœur la reconnaît en tant que cannibale, Ouais. elle la reconnaît, Elle genre, aurait dû la prendre comme sous son son aile complètement. Est-ce que si tout à coup, genre, il y avait eu une sorte de fuite, genre macabre, genre de ces deux femmes, genre ensemble, jusqu'à genre un destin funeste, est-ce que le film aurait pas été plus puissant comme ça? Peut-être en fait. Il est probable que si en fait. Bon après voilà, c'est toujours un peu facile de refaire le film et de dire il aurait mieux valu faire ci que ça. Il y a toujours un truc un peu ridicule à faire ça. J'ai l'impression que dans la manière dont ça a été écrit, qu'il y a eu une énorme question d'envie dans cette deuxième partie. C'est-à-dire qu'il y a des choses où elle arrivait dans cette deuxième partie et je veux, et elle a eu raison de le faire. Je veux cette scène d'amour où elle prend le pouvoir par son envie. Je veux cette scène de récit de Laurent Lucas à la fin. Je veux cette scène où les deux sœurs s'entre-dévorent dans la cour du lycée. Et c'est des très belles scènes. Je veux cette scène au parloir où les deux sœurs se confondent l'une avec l'autre, tu vois, ils font les choses comme ça. Et j'ai l'impression, que en fait, son envie de scène, qui est tout à fait légitime, a pris le pas sur son envie de récit. Et c'est vraiment ça que je reproche au film, en fait. Ce qu'on reproche assez souvent à pas mal de films, voire même d'ailleurs de blockbusters, tu sais, avoir des points ou des scènes qu'ils veulent absolument avoir et ensuite ils prennent leur crayon à papier et qui lit, là bien sûr dans un tout autre. Mais c'est surtout quelque chose qu'on reproche au premier film. Oui, c'est ça, c'est un premier film. C'est un vrai reproche souvent qu'on fait au premier film, c'est-à-dire genre le fait d'avoir trop d'envie, parfois genre qui vont pas forcément toutes bien ensemble, mais d'avoir envie de les faire rentrer un peu au forceps dans le film parce qu'on se dit putain, peut-être que c'est le dernier film que je fais de ma vie. Enfin, j'exagère, mais il y a quelque chose de cet ordre. Ce qui sera clairement pas son cas. Ce qui sera clairement pas son cas d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on peut ressentir ça à certains moments. Moi, par exemple, il y a aussi une scène que je trouve très belle sur le plan graphique, qui est une scène où elle est en train de cauchemarder alors qu'elle dort sous son drap. Et toute la scène est filmée sous le drap, etc. Et on a l'impression qu'elle cauchemarde, mais qu'en même temps, elle a l'air de se faire taper. Enfin de prendre des coups tout à fait, par-dessus le drap, etc. Alors mais le truc c'est que alors qu'en fait il y a personne et tout, mais du coup on se met à se poser des questions. Mais waouh, est-ce qu'en fait elle est en train de glisser vers la folie, ou est-ce qu'il se passe quelque chose de cet ordre ici? Et en fait le truc c'est que par exemple cette scène typiquement, genre non seulement la question de la folie genre est jamais quelque chose de particulièrement traité ou pas, et je dis pas que c'est une bonne chose ou pas, je m'en fous, hein, moi personnellement je pense pas qu'elle soit folle, mais du coup je me dis tiens, bizarre cette scène. Et par ailleurs, elle arrive aussi à un moment où la question de fait de l'oppression, de se sentir oppressé par les autres, n'a plus trop été actualisée, n'a plus trop de raison d'être à ce stade dans le récit, enfin ce que t'évoquais tout à l'heure Arnaud, quoi. Parce que c'est vrai que du coup cette scène à nouveau je l'ai trouvée un peu exogène au récit à ce moment-là quand elle se présente. Ça aussi malheureusement c'est quelque chose d'assez ambivalent dans le traitement d'elle par les autres en fait. Tu sais, on va avoir du dégoût justement après la scène du téléphone, mais tout de suite après, en fait, on va la traiter comme quelqu'un de normal. Enfin, donc. Oui, il y a plus de lien narratif. Voilà, on n'a plus de cohérence dans ce qui nous est proposé dans une première scène par rapport à la suivante. C'est vrai que bon. Et le truc étant, bon, on en parle parce qu'on a un petit peu le recul, mais c'est vrai que quand tu le vois, ça n'empêche pas du tout le plaisir, effectivement, des scènes qui sont très bien faites. Ah, mais c'est parce qu'en fait, là on en parle, mais je tiens à rappeler qu'en fait, je pense que ce film, c'est du plaisir du début à la fin. Oui, écoutez, les scènes sont réussies, tu vois, et qu'on passe de l'une à l'autre, et qu'il y a quelque chose qui. Complètement, et même cette scène d'ailleurs que je viens d'évoquer,
si je la prends juste en tant que scène, je trouve que c'est qu'elle est réussie. Ouais, enfin que c'est une scène qui est réussie, enfin qui est bien mise en sûr. scène, où il y a une envie de cinéma très forte ici, donc à la fois ça m'intéresse et en même temps genre je réfléchis à pourquoi genre j'étais pas exactement disposé à bien la recevoir au moment où elle se produit quoi. Bah, oui, bon, après, tu sais, c'est notre réceptivité à chacun en fonction de. En fonction mais là, de je lui, pense mais en fait, c'est ça, si tu veux, parce que tu vois, si le plaisir de regarder le film, il est évident, je pense que, en fait, tous ces problèmes, ça empêche. Et moi, je dis ça parce qu'en fait, ce film, je l'ai vu une première fois en septembre. Et je l'ai revu là, et cette fois, quand je l'ai revu, j'ai vu qu'il y avait plus de problèmes, et surtout, je me suis souvenu d'une chose, c'est que, à partir de cette deuxième partie, je me souvenais plus du récit, comment il se déroulait. Je me souvenais de scènes, mais je me souvenais plus de récit. Mais parce que... ce qui fait que le film, il est moins resté à moi à cause de ça, en fait, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, c'est parce qu'il est... Mais vraiment, moi, je trouve cette seconde partie onirique. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Tu sais, comme on n'arrive pas à expliquer ou à relater ses rêves exactement. Bah, c'est ça, en fait. C'est très difficile pour se dire, ah oui, c'est vrai qu'il se passe ça. Ensuite, il y a une fête. Ensuite, elle fait ceci ou cela. Et alors que c'est vrai que le début, on a vraiment quelque chose de... D'ailleurs, petit clin d'œil à la maman de Justine au tout début du film qui lui explique ah ouais ben voilà ta cité vue elle est là et à côté c'est le CHU avec la morgue ici tu vois c'est drôle ça j'avais même pas fait gaffe à quoi ça sert de dire qu'il y a la morgue tu vois c'est génial comme truc ça alors j'ai une question quand même parce que le fait qu'Adrien soit homosexuel, je ne comprends pas trop et j'avoue que j'ai vu le film avec un ami et il m'a dit avoir été gêné. Je le comprends un peu de ce... Est-ce que c'est aussi une réflexion dans la recherche de son identité sexuelle pour Adrien aussi ou pas? Parce que je vois pas... J'ai l'impression que de toute façon elle veut faire un parallèle avec lui, mais par contre si ton problème en fait le fait qu'un homosexuel couche avec une femme, enfin ça arrive quoi. Non mais bien sûr. On en connaît tous quoi. Oui, puis surtout du coup là, en l'occurrence ce que ça veut dire c'est qu'il a aussi des pulsions hétérosexuelles. Bon voilà, le type est bisexuel avec une tendance plutôt plus homo plus quoi, pour l'homosexualité. Bon. D'accord. Je sais pas, ça m'a pas moi effectivement, j'ai juste vu ça effectivement comme ça avec simplement peut-être la facilité scénaristique de dire bah voilà comme je suis homosexuel, ils t'ont mis dans ma chambre avec moi en coloc, tu vois, parce que sinon d'habitude ils mettent pas. Non, je pense que c'est plus réfléchi que ça en fait. Il l'a dit au début, hein. Il l'a dit. Mais parce qu'on en parlait, il y a quelque chose qui est évoqué, c'est à un moment donné, après qu'il ait fait l'amour avec Justine, il l'envoie chier en lui disant pendant 20 ans j'ai dû cacher ce que j'étais et maintenant que je peux le montrer au plein jour, c'est pas pour me taper des meufs. Ouais. Et en fait, même le fait que ce soit un arabe, tu vois, assez baraqué, où on peut imaginer où ce type a grandi et pourquoi en fait il a dû cacher pendant 20 ans son homosexualité. C'est ça. Et en fait, on imagine très bien en fait d'où il vient et pourquoi il est troublé par ce qui lui arrive. Parce que je pense qu'à la fois il est homosexuel, mais que aussi il désire sincèrement cette fille-là, quoi. Parce que ça arrive ces choses-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, pour être tout à fait honnête, dans cette scène, par exemple, à nouveau, genre moi j'ai été perturbé genre par une affaire de priorité en fait. C'est-à-dire que genre à nouveau, bon, moi je suis hétérosexuel. Si j'avais fait genre l'amour avec un homme et que cet homme s'était mangé genre le bras en me faisant l'amour. Si tu veux, genre le lendemain, la question que je me poserais serait pas tant la question genre enfin tu vois, d'avoir fait un pas genre en dehors de ma catégorie genre sexuelle, genre après ce serait plutôt de wow, mais qui est ce cinglé genre avec qui genre je suis en coloc qui se mange le bras genre en me faisant l'amour, tu vois. Enfin, et du coup, question à se poser, c'est surtout où est-ce que je vais dormir ce soir parce que c'est sûr je oui, c'est ça, pas dans le même bar. Et du coup, à nouveau, genre c'est typiquement le genre d'endroit où j'ai le sentiment que la réalisatrice. Alors là je parle pour moi, peut-être qu'il y a de la subjectivité aussi là-dedans, mais que en tout cas la réalisatrice c'est pas exactement où moi je suis émotionnellement en tant que spectateur et quelles sont mes priorités ici en tant que spectateur. Et encore une fois où elle met la scène au-dessus du film, quoi. Un peu. Et oui. C'est pour ça que c'est pas 4 miam quoi. Mais non mais et attention, et pour revenir et particulièrement pour les cinéastes d'horreur, je dois rappeler que David Cronenberg, avant de faire un bon film, il a mis 10 ans de carrière. Bien sûr. C'est quand même ultra intéressant de revoir les Chromosomes 3, etc. Et justement, il y avait quelque chose de ça. C'est-à-dire que moi, genre Stéréo, Crime of the Future, c'est des films que j'aime pas trop, je dois le dire, je dois l'avouer. Mais je vois ce qu'il y a d'intéressant chez le cinéaste. Et grave, j'aime bien. Mais je vois qu'il y a quelque chose aussi qui va me pousser à voir tous les films qu'elle va faire à partir de maintenant, quoi. Et ça, déjà, c'est pas un truc que je trouve souvent, en fait.
Non, mais je suis d'accord. Et puis voilà, je pense aussi vraiment que les gens sont. Enfin, que le public français, enfin le public en tout cas de festival jusqu'à maintenant, a été à mon avis assez impressionné quand même par la proposition esthétique genre que faisait Julia Ducournau dans son film. Et voilà, et le fait que cette proposition soit si franche et massive et sincère, vraiment, je crois. On sent que c'est quelqu'un qui aime très fort les références qu'elle brasse. Bah je sais pas, je pense que c'est quand même communicatif et que c'est aussi pour ça que la critique est si dithyrambique. À mon avis, elle l'est trop. C'est-à-dire que genre là le film est porté au pinacle dans des proportions très 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 élevées. Qui à mon avis est pas forcément une très bonne chose d'ailleurs parce que genre à nouveau il y a des qualités vraiment géniales dans ce film mais il y a aussi des vrais défauts et c'est vrai que on sent que là il y a un emballement critique dingue autour du film. Oui, mais enfin moi je dirais que vu que il n'y a pas de concurrence et qu'il n'y a personne d'autre qui fait ce genre de film. C'est exactement ça qui se passe. C'est pas grave s'il y a trop de hype, tu vois, parce que non, c'est pas grave. Je crois que ça peut pas être desservir, quoi. C'était ce plaisir de cette fraîcheur, quoi, qui fait qu'il y a eu cet emballement aussi. Par contre, effectivement, il faut pas non plus qu'il y ait un emballement tel que ça revienne en retour de bâton à base de non mais vous voyez au final c'était pas si génial que ça, donc n'en refaisons plus des films comme ça. Non mais en fait c'est pas ça, c'est pas du tout ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète c'est plutôt le côté de se sentir en tant qu'auteur absolument conforté dans ses envies au point du coup genre de simplement aller dans tout ce qu'on aime quitte à être excessif et parfois genre à pas aussi être capable de tempérer ses défauts et à mon avis il y a des défauts dans le film, c'est pour ça que je pense que c'est un très chouette premier film qui appelle des grands films derrière, je crois vraiment. Mais après je suis toujours inquiet genre quand un jeune auteur très talentueux mais encore vraiment perfectible est porté trop vite. Mais peut-être que j'ai tort. Après ça, comme tu dis, ça dépend. Je me souviens que pareil, Dolan avait été porté au nu avec son premier film qui était peut-être pas. Et son deuxième était son plus mauvais, par exemple. Et son deuxième était le plus mauvais, mais il en est revenu. Il en est revenu, bien sûr, il en est revenu. Il en est revenu parce qu'il s'est fait déboîter sur son deuxième. Et oui, mais c'est ça. Oui, du coup, je comprends un peu ton. En fait, t'as peur qu'elle ne grandisse pas des erreurs qu'elle a faites si elle a trop de compliments, quoi. Un peu comme Refn. Et sachant dit tout le temps sur Refn, les compliments sont mérités, par ailleurs. Enfin, vraiment. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Grave ? Pour le coup, ça, c'est clairement un film que je conseille de voir. Après, surtout nous qui sommes amateurs de films d'horreur, franchement. Ça passe crème. Mais tu vois, c'est du bon horreur dans le sens où, encore une fois, on voit pas dans l'ultra gore, mais ça la psychologie pour te déranger. Et c'est ça qui est important dans un film d'horreur. C'est que ça te dérange psychologiquement. Il y a aucun jumpscare dans le film, quoi. Et ça, j'aime bien. Il y en a un dans la séquence au début où sa sœur l'emmène dans une sorte de réserve où il y a des photos de classe. Tu as raison. Ouais, c'est mignon. C'est mignon. Ouais, t'as raison. C'est vite fait quand même. En espérant les revoir, comment ça se fait qu'il y en ait plus eu, tu sais, après les Aja, les Kim Chapiron. Parce qu'il y en a énormément qui n'ont pas marché, et ce qui fait que les distributeurs sont devenus frileux, ont plus voulu sortir des films d'horreur. Mais ça c'est inadmissible parce que tu vois aux États-Unis il y en a plein qui ne marchent pas encore aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'ils arrêtent d'en produire quoi. Cela dit, pour être honnête, j'ai l'impression que dans cette vague qu'il y avait, pour y revenir, il y avait quand même un petit problème d'identité quoi. C'était des films qui se voulaient des films un peu américains, un peu plus gore quoi, et je ressentais pas une patte d'auteur comme je disais souvent. La plupart du temps je la ressentais pas en fait. Mais souvent l'originalité et l'inventivité vient en copiant ses maîtres d'abord, tu vois. Donc moi ça me dérange pas. Sauf que là c'était pas vraiment des copies de maîtres, tu vois. Non mais certes, mais moi ça m'aurait pas dérangé si par contre ils avaient pas coupé en plein vol ce genre qui allait peut-être s'épanouir et justement apporter des auteurs dans le genre quoi. Je vais juste te dire, peut-être conseiller un autre film de cannibale que j'aime bien, d'une autre réalisatrice française, c'est Trouble Every Day de Claire Denis, où je pense qu'il y a une filiation aussi entre les deux films, et qui est un film que j'aime beaucoup, et c'est l'occasion de le revoir, je pense. Très bien. Bah écoutez, il faudra faire la soirée cannibale Holocauste aussi, également, avec ça. Premier film de found footage, je tiens à préciser, c'est vrai qu'on avait fait Blair Witch la dernière fois et on avait parlé des found footage, mais voilà. Bah écoutez, merci à tous les deux, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur Grave, de Julia Ducournau. Allez le voir, clairement. Parce que, à la place de voir Kong, allez voir ça, quoi. Ça vous coûtera moins cher, il n'y aura pas le supplément 3D.
C'est juste les personnages qui sont en 3 dimensions. Dis pas ça. N'attaquons pas la 3D, elle a pas besoin de ça. C'est fou. Mais genre, de toute façon, le Grave, il a dû coûter l'animation de 1/4 des poils de Kong. Le pire, c'est que c'est vrai en Ça, plus. oui. Bon allez, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un autre film, peut-être Brimstone, on en parlera, et peut-être qu'on vous donnera le choix. Bisous à tous. Bisous. Salut.